Allô? Ok, ça c'est bon. Bonjour à tous et bienvenue sur videobourse.fr pour le live de ce mardi 3 décembre 2013 qui sera un live écourté puisque tout à l'heure j'allais à une conférence, filmer une conférence au pôle Léonard de Vinci par rapport au trading algorithmique et à l'analyse technique. Ce sera avec la société Agwave 360. Vous retrouvez dans le menu de gauche une description de cet événement avec le petit point rouge qui clignote sur videobourse.fr. Donc vous pouvez vous renseigner et vous y rendre si cela vous intéresse. C'est ce soir de 6h à 20h, enfin de 18h à 20h au pôle Léonard de Vinci à La Défense à Paris. Voilà, donc pour ceux qui sont dans le coin, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire et les inscriptions sont encore ouvertes jusqu'à l'événement. Alors, qu'est-ce que je voulais ouvrir? Ah oui, le Mumble. Voilà, n'hésitez pas à participer à l'émission via le chat écrit en bleu en dessous du cadre de diffusion de l'émission ou le Mumble, donc chat audio. Vous avez le lien Mumble, M-U-M-B-L-E en bleu ciel, en haut à droite du cadre de diffusion de cette émission. Je vous rappelle que dans cette émission, aucun conseil d'investissement n'est prodigué. Je n'ai pas de licence pour fournir des conseils, il faut une licence de CIF. Et au-delà de ça, ce n'est pas le réel intérêt de l'émission. Moi-même, je trade en réel chez le courtier JFD Brokers, sur un compte sur lequel vous pouvez suivre mes résultats. À tout moment, cliquant sur le lien résultats au-dessus du cadre de diffusion de l'émission. Mais je ne suis qu'un animateur, je donne mes avis et mes prises de position à titre indicatif. Et l'idée c'est de mettre en relation nos avis, de discuter, mais en aucun cas je vous incite à prendre des positions. Si vous choisissez de prendre des positions en fonction de ce qui est dit, eh bien cela dépend de votre responsabilité. Je précise que j'ai publié la vidéo des visites des locaux de JFD Brokers, que vous pouvez retrouver en haut de videobourse.fr, dans à la une, en haut à gauche, ou sur notre chaîne YouTube. Je l'ai pas mal mis en avant là, donc vous devrez la retrouver facilement, également sur le forum, ou sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Je précise que je suis un peu déçu du son, je trouve pas très fort le son. Après c'est au montage que j'ai mal géré cet aspect. Sinon le reste, je pense quand même que j'ai fait un boulot intéressant et que je suis allé chercher l'information où elle était, hein, jusqu'à Chypre. On a une bonne vision des équipes, etc. Et ensuite, au fur et à mesure, je publierai plusieurs interviews de chaque service qui a été réalisé là-bas, avec des choses très intéressantes, notamment avec des anciens de chez MetaQuotes, le service Compliance qui explique sur quoi se basent les réglementations, parce que finalement c'est peu de choses par rapport aux réglementations. Euh, sur quoi cela repose, comment on les obtient, quelles sont les garanties et les sécurités pour les clients des brokers régulés, etc. Voilà. Le live a débuté, j'avais pas vu, disait Chris. Oui, bonjour Chris, bonjour Baba. Fab a eu l'intelligence de prendre le même trade que moi, c'est tout à ton honneur. Tant mieux, n'hésitez pas à partager vos prises de position, vos graphiques, etc. Donc moi, effectivement, je suis acheteur sur l'euro-dollar. Je suis acheteur depuis les 1.3576.5. Alors aujourd'hui, donc le live sera jusqu'à 16h, donc ça va être vraiment écourté, hein, ça va faire 1h30 de live là, un peu plus. Voilà. Donc, pourquoi achat? Parce que la dynamique de fond est haussière. Bon, derrière, on a une impulsion haussière, tant mieux. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je laisse courir? Pas forcément. Là, on a un pic baissier. Je vais essayer de chercher un point haut pour sortir de cette position. J'ai déjà pris un bénéfice intéressant, donc tant mieux. Voilà. Donc, le compte actuellement à 1053 euros d'équité, ce qui est plutôt pas mal. Je vais prendre le bénéfice. Voilà. Couper ma position. Et je vais shorter. Voilà, ça y est, short sur l'eurodoll. Alors, short d'un micro-lot, je vais mettre un stop et un ordre inverse au-dessus des précédents plus hauts, et un ordre inverse de 2 micro-lots. Donc les précédents plus hauts sont à 1.3593.4, je vais mettre à 1.3593.7. Voilà, j'ai mon stop qui apparaît, je vais mettre également mon ordre inverse à ce niveau. De 2 micro-lots. Donc je pondère davantage des positions dans la tendance que contre la tendance. Et là, je vais attendre éventuellement une phase de correction pour choper un point bas. Alors je vais agrandir l'euro-dollar qu'on voit en 5 minutes ici. Donc on est clairement sur une dynamique haussière ce jour, donc mon trade est contre-tendance. Si on repère les seuils importants, et pour moi c'est le support oblique haussier qui conduit le mouvement de hausse depuis le début de la journée, qui est à repérer. On va voir ce que ça donne ensuite. Voilà. Bon, on pourrait repérer les rotations de Fibo, pourquoi pas, puisqu'on a un plus haut significatif, on avait des plus bas qui avaient été marqués ce matin. Donc voilà ce que ça nous donnerait. Voilà.
Alors si on monte dans les unités de temps, on va passer en graphique journalier. Hier on a une grosse bougie de baisse, aujourd'hui on a une grosse bougie de hausse, et finalement on hésite, on distribue dans une même zone, et il n'y a pas de mouvement de fond clair. Voilà, donc si on passe en H1 par exemple, on voit qu'on est dans une zone qui était déjà pas mal travaillée les jours précédents, donc pas de tendance majeure attendue. Alors est-ce qu'à 14h30 on a des nouvelles à attendre? C'est ce que je vais aller vérifier. Du côté de Forex Factory. Ok, donc du côté de Forex Factory, non, rien à attendre à 14h30 et cet après-midi sera assez calme. Avec simplement des nouvelles de faible importance par rapport à l'économie américaine, l'indice IBD-TIPP, donc du sentiment économique, et les ventes de véhicules aux États-Unis. Il y aura par rapport à l'économie australienne ce soir à 23h30 l'indice des services AIG. Donc peu de choses. Ce matin il y avait des nouvelles par rapport à l'économie européenne, notamment les chiffres du chômage en Espagne qui ont été bien meilleurs qu'attendus. Voilà ce que l'on peut dire. Fabien, comment tu as fait pour prendre long sur Eurodoll? Disait Chris. Simplement, la dynamique de fond était haussière. Dès qu'il est 14h, moi je regarde mes graphiques, même quand je suis en train de faire autre chose et de finir autre chose, je considère que c'est mes heures de trading. Donc en général, quand c'est comme ça et que j'ai pas vraiment le temps de trader activement, je regarde simplement la tendance de fond et je prends dans le sens de la tendance. Avec un micro lot, donc l'exposition est vraiment moindre. Derrière, soit le mouvement continue, soit on corrige, mais en tout cas, je pense avoir les probabilités dans mon sens, ne serait-ce qu'en suivant l'impulsion de fond du jour. Après, à partir de là, je peux prendre mes décisions. Je suis vraiment large dans mes possibilités. Quand je prends qu'un micro lot, je peux choisir. Enfin, il y a beaucoup de possibilités qui s'offrent à moi. Donc voilà, en général, je suis simplement la tendance de fond. Et ensuite, quand j'ai vraiment le temps, comme maintenant, de focaliser sur les graphiques et de suivre ce qui se passe, je suis plus dynamique. Je vais chercher des points d'entrée plus adaptés au contexte précis, etc. Voilà. Arrête ton char. Tu sors achat sans rien dire, c'est nul, disait Chris. Après, oui, non, c'est sûr que quand l'émission n'est pas commencée, je vais pas tout expliquer, etc. Je sors achat Eurodoll, oui, sans expliquer plus que ça. Enfin, ma méthode pour ceux qui suivent le live depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, voire certains plusieurs années, elle est pas. Voilà, il n'y a rien de compliqué, tu vois, j'utilise peu d'indicateurs, etc. C'est beaucoup de suivi de tendance, suivi d'impulsion. Je considère qu'aux heures volatiles, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire, de suivre les impulsions et de laisser courir le mouvement jusqu'à ce que ça s'essouffle. Sinon, après, tu peux suivre mes positions à tout moment via le MyFXbook. Les positions sont diffusées maximum avec 5 minutes de retard. Voilà. Après, dans le cas de l'émission, je pense que j'explique bien tout ce que je fais, donc voilà. Fabien, comment tu fais pour prendre le long sur Rodol? L'historique du chat parle pour moi. Chris qui disait ok, tendance haussière pour ton nom Fab, j'ai pigé, disait Chris. Salut Fab, salut à tous, salut bébé qui nous a rejoint, comment vas-tu? J'ai fini la vidéo de Cyril, il y en a d'autres à venir si j'ai bien compris. Tout à fait Baba. Qu'est-ce que tu en as pensé de la vidéo Si tu as des choses à redire, des critiques, etc., n'hésite pas à me l'indiquer. Je pense que le contenu est vraiment intéressant, ça permet de bien voir les différents services, l'organisation, etc. Après au niveau du montage, de la qualité du son, etc. N'hésite pas à me l'indiquer. Ça c'est pour moi, pour que je m'améliore pour les prochains reportages que je ferai. Alors mardi prochain, je vais à Londres, à la salle des marchés de Futex avec Tarek El Mari. Donc ça va être intéressant à mon avis. On va pouvoir filmer des choses. Je vais voir s'il m'a répondu à mon mail d'ailleurs. Voilà, c'est une grosse salle de marché, hein, Futex. Je pense qu'on pourra interviewer des gens intéressants, comprendre des choses. Notamment, il y aura Tarek El Mari qui pourra nous dire des mots sur les premières formations qu'il a dispensées, son installation à Paris, etc. Un peu trop de gros plans, peut-être, disait Baba. Ouais, par rapport aux gros plans, alors ça, c'est un peu de ma faute, comme l'a dit Cyril. C'est que, vu que je filmais sans micro, l'idée était d'être vraiment mobile, etc. Du coup, j'avais peur que le son ne s'entende pas assez, donc j'étais toujours assez proche. Voilà. Mais merci pour la précision, je pense que c'est important. Voilà, d'avoir des retours, etc. Je vais bien, bonne journée. J'ai shorté le CAC, le DO et le S&P. Nikkei, j'ai bien pris, disait bébé. Ok, je vais regarder ça. Du côté des marchés américains, on avait bien baissé hier. Du côté du CAC ce jour, on a une baisse significative.
Si on passe en graphique journalier, on a une baisse qui pour le moment ne casse pas la zone de support, que j'ai repéré en orange, mais qui est tout à fait significative et qui peut être un déclencheur pour la suite. Donc ça c'est important de noter, notamment pour ceux qui traitent les marchés actions, mais globalement, hein, si on commence à avoir des phases de correction, ça sera significatif. Le câble est toujours assez haut en journalier. Voilà. Donc on va reprendre notre eurodoll, le dollar yen, le dollar qui mène la danse. On a bien un comportement inversé de l'eurodoll face au dollar yen, donc c'est bien le dollar qui bouge plus majoritairement. Bonjour Phil qui nous a rejoint, comment vas-tu? Oui, qui disait, je regrette seulement d'avoir coupé, je voulais tenir la semaine. Ok. Bon. Alors, on va aller prendre de l'information. On va aller notamment du côté de BFM Business, écouter le match des traders de ce matin. On avait Jean-Louis Cussac face à Frédéric Garcia dans Intégral Placement. On écoute ça. Et leur point de vue, alors que c'est en train de corriger là légèrement sur l'eurodoll. Chef de chantier, conducteur de grue, architecte. Cette femme connaît parfaitement les métiers du BTP. Elle est spécialiste du recrutement chez Randstad. Spécialiste de vos recrutements. BFM Business, Intégral Placement. Le match des traders. Et oui, avec nos deux traders qui sont là, qui sont en place pour nous aider à anticiper la suite de cette séance. Jean-Louis Cussac, bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Trader pour compte propre et stratégiste chez Perceval Finance. Et avec vous ce matin, c'est Frédéric Garcia. Bonjour Frédéric. Bonjour tout le monde. Vous êtes membre de la cellule Info d'Experts chez Bourse Direct. Frédéric, on voit un CAC 40 qui aujourd'hui accélère à la baisse, un peu à la surprise générale. On perd 1,2% et le CAC signe la plus forte baisse en Europe. Est-ce que vous avez une explication ? On a une tendance en effet qui est en train d'un petit peu de se mettre en place sur un biais baissier. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a des chiffres qui sont un petit peu trop bons aux États-Unis. On l'a vu hier avec un indice ISM manufacturier au plus haut depuis 20 mois, bien au-dessus des 50, donc en zone d'expansion. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va avoir ce fameux tapering, c'est-à-dire l'ajustement à la baisse du quantitative easing 3. Et ça, dans un premier temps, ça fait un petit peu peur au marché. Ça a consolidé hier sur Wall Street. On consolide de nouveau à Paris. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait quand même 38 séances que l'indice s'est enfermé entre les 4200 points et les 4320 points. Donc pour l'instant, on est plutôt autour des 4240. Bon, il n'y a pas d'alerte majeure sur le court terme. Néanmoins, on a les prémices donc d'une consolidation un petit peu plus prononcée qui pourrait trouver donc son point d'orgue sur une zone qu'on a déterminée à très court terme sur 4225 et surtout 4190, 4180. Voilà, donc là on a identifié un support intéressant, de qualité, où on pourrait éventuellement tenter des achats sur le court terme. Et le fait, Frédéric, que le CAC 40 signe vraiment de loin la plus forte baisse en Europe aujourd'hui, ça nous montre que techniquement c'est sans doute l'indice le plus fragile aujourd'hui? C'est le plus fragile parce qu'on a eu des mauvaises nouvelles concernant les banques, il y a eu des dégradations. On a Orange quand même qui est un poids lourd de la cote, qui pèse énormément, qui perd pas loin de 4%. Donc ça à noter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a Free qui vient une fois de plus donc semer la zizanie dans l'entente entre guillemets, puisque bon, faut pas parler d'entente, mais entre les opérateurs, puisqu'ils vont aligner donc leur tarif 4G sur la 3G. Donc là ça va être délicat pour les opérateurs. Donc on voit Orange qui perd 4%, Vivendi qui emboîte le pas qui perd autour de 1,5%. Donc il y a des poids lourds de la cote qui pèsent énormément actuellement sur l'indice, les banques aussi. Voilà, donc comme on est surpondéré opérateur téléphonie et banque, forcément l'indice est un petit peu plus impacté que l'indice DAX où lui il est plutôt à composante industrielle. Voilà, donc c'est tout simplement donc une dichotomie concernant les secteurs sur lesquels les indices sont orientés. Jean-Louis Cussac, même gamme de questions finalement. Comment est-ce que vous analysez justement ce mouvement assez net sur l'indice? Il est en train de se passer quelque chose selon vous? C'est possible, c'est possible. Bon, maintenant on a fait X fois l'essuie-glace entre 4002, 4003. Et on a observé déjà depuis de nombreuses semaines des divergences très fortes entre les valeurs. Technip c'est moche, Valorex c'est moche. Là, Kering qui enfonce des nouveaux plus bas sur 5 mois. Orange qui s'est fait aussi un petit peu dessouder, qui est baissier. Et Sanofi ce matin déclenche un vrai signal de baisse avec un gap à la baisse et un enfoncement des derniers d'une zone, si vous voulez, support. Bon, donc tout ça c'est pas très joli. Et il reste quoi dans les points hauts?
les bancaires. Donc à la limite, le risque maintenant c'est que vont faire les bancaires si elles se mettent à baisser. Évidemment, ça va entraîner l'ensemble du marché. Donc on va surveiller de près les bancaires. Il est encore trop tôt pour porter un jugement fort sur le marché va déclencher. De toute façon, le niveau que j'ai proposé il y a déjà un certain temps, c'est 4165, on en est un peu loin. Certes, sous 4245, je disais encore ces derniers jours, attention, on a un warning intraday. Donc on est là actuellement en situation de warning intraday. Moi, je cherche toujours à acheter, mais peut-être en attendant des signaux techniques. Si vous voulez, je vais attendre une stabilisation, que ça commence à remonter un petit peu. Donc on est prudent sur... Il n'y a rien qui s'impose d'une manière immédiate pour acheter. Si vous voulez, il n'y a pas de quoi courir après le papier. Parfois je vous dis j'achète tout de suite maintenant. Ben là, non, j'attends un signal. Mais c'est pas la première fois depuis une trentaine de jours. Hein. C'est déjà arrivé, on est davantage méfiant. Et à chaque fois qu'on va chercher les bornes, on est méfiant. Davantage que les fois précédentes. Donc voilà, c'est possible, mais c'est pas encore, si vous voulez, vraiment le signal fort qu'on attend. Ouais, et on est toujours et encore, malgré la baisse d'aujourd'hui, dans les mêmes bornes de variation depuis maintenant près d'un mois et demi. Frédéric Garcia, sur la parité euro-dollar, on voit que autant les actions reculent, autant cette parité euro-dollar reste stable. On a même un euro qui a tendance à se renforcer légèrement aujourd'hui. Oui, en effet. Donc là, on est rentré donc sur la parité en tendance neutre. On surveille 2 points intéressants. Un support à 1,3490 sur lequel éventuellement on peut acheter. Et on pourrait vendre si cette parité remonte sur 1,3620. Mais pour l'instant, maintenant, on est rentré dans une tendance neutre. Alors, on y verra peut-être un petit peu plus clair. Il y aura sûrement un petit peu plus de mouvement demain avec la deuxième estimation du PIB aux États-Unis concernant le 3e trimestre. Et surtout, vendredi avec le rapport mensuel de l'emploi pour le mois de novembre. Là, je pense qu'on devrait avoir du mouvement sur la parité, mais d'ici là, et aussi bien sur les indices, mais d'ici là, je pense qu'il faut se tenir un petit peu à l'écart sur le marché des devises. C'est ce que vous faites, Jean-Louis, vous tenez à l'écart avant une fin de semaine peut-être un peu plus riche pour faire bouger, évoluer ces parités de change? Bah là c'est pareil, hein, il n'y a rien de vraiment fort. Le dernier signal, il est baissier. On est passé au-dessus d'un 35,50, donc on tend vers la neutralité de la situation. Moi je passe toujours haussier au-dessus d'un 36,50. Donc là, si vous voulez, c'est pas un niveau d'opportunité forte. Et je pense que il faudrait attendre que le marché, que l'euro-dollar aussi prenne un peu de volatilité et de vitesse. Ce qui lui manque depuis 5-6 jours au moins. En effet, donc on perd vers la neutralité. Et c'est sur les points, bon, on peut prendre un 34, même jusqu'à un 34,40 pour donc enfoncer et déclencher quelque chose à la baisse. Un 36,50 pour enfoncer à la hausse cette fois-ci et déclencher la hausse. Et on a un pivot autour d'un 35,50. Voilà, au-dessus, un peu mieux, c'est neutre. En dessous, c'est biais baissier. Merci beaucoup Jean-Louis pour ce décryptage sur ces parités de change. Jean-Louis depuis Perceval Finance, et remercie aussi bien sûr Frédéric Garcia qui était avec nous. Cédric depuis Bourse Direct. La vie est un périple. Voilà donc le point réalisé par BFM Business. Alors, sur le chat écrit, ça on avait vu. Phil qui laissait un lien, on va regarder ça. C'était les tarifs de Dukascopy. Ok. Dépôt, près de Dukascopy, banque ça, commission dollar US. Plus petit que 5000, 35 donc par tour. Plus de 10 millions, seulement 10, d'accord. Qu'est-ce que tu voulais nous dire par là exactement, Phil? Qu'est-ce que tu voulais nous montrer? En fait, Dukascopy, c'est un courtier qui propose un spread interbancaire avec une commission supplémentaire, un peu sur le même modèle que ce que j'obtiens chez JFD Brokers. Dukascopy est un broker basé en Suisse, et en fait la commission est dégressive selon le dépôt qu'on a sur son compte, mais également selon le volume que l'on effectue chaque semaine ou chaque mois, je ne sais plus, chaque mois plutôt. Donc voilà, il y avait le descriptif de ça sur le chat écrit, pour ceux que ça intéresse, Phil l'a partagé. Chez Dukascopy, c'est 33 $, le million de commission. Alors, je crois que c'est 33 fils par aller et 33 par retour, ce qui fait au total 66 $ de commission sur l'aller-retour, si je ne me dis pas de bêtises. Ils ont un réseau 4G free demandé fil, je ne sais pas, je crois pas. Mais déjà, ils n'ont pas un réseau 3G à eux. Oui, ça appartient à Orange, mais je ne sais pas s'ils peuvent bénéficier auprès d'Orange, je ne crois pas, mais aucune idée. Aucune idée, je suis chez Bouygues, disait bébé. Bon. Pourquoi cette question, Phil? Est-ce que tu veux trader sur un mobile ou sur une tablette? Alors,
On va continuer à prendre de l'information. Ça bouge pas des masses les marchés pour le moment. On a vu que les marchés actions, eux, ont beaucoup bougé. Voilà. Donc là, on a une grosse baisse sur le dollar yen. Le CAC continue à bien baisser. Là, je suis en journalier. Je vais basculer en 5 minutes. Voilà. On est assez bas, on stagne un peu pour le moment. Du côté de l'euro-dollar, on a des acheteurs qui essayent de revenir. On va voir ce que ça donne. Alors. Est-ce maintenant le moment de revenir sur les émergents? Ça va pas m'intéresser directement parce que c'est... Immobilier, est toujours le bon moment pour acheter? Jacques Sapir qui s'exprimait ce jour. Jacques Sapir, les Français s'attendent à une explosion sociale. Tiens, ça monte bien là. Oh putain, ça baisse bien du côté du dollar yen, ça monte bien du côté de l'eurodoll. J'ai pas été exécuté. On va écouter ce qui se passait du côté de la salle des marchés de Bourse Direct avec le Duplex Bourse, réalisé par Décideur TV. On écoute ça. Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Duplex Bourse. Nous sommes le mardi 3 décembre 2013 et comme d'habitude on se connecte avec la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Thomas Mont-Saint-Jean. Bonjour Thomas. Bonjour Clémentine. Alors ce matin le marché parisien accuse une réelle baisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, baisse du marché parisien, on avait ouvert quasiment stable, mais rapidement le marché a viré au rouge. Les bourses asiatiques ce matin étaient plutôt fébriles sur fond de spéculation d'une possible retrait des mesures de soutien de la Fed. On a également eu l'indice officiel de l'activité des services en Chine qui a ralenti au mois de novembre pour sortir à 56 contre 56,30, donc légèrement décevant. Et puis les grands rendez-vous de la semaine avec la BCE et la Banque d'Angleterre jeudi et les chiffres de l'emploi aux US vendredi. Donc ce sont les grands rendez-vous macroéconomiques. Pour le moment, on reste quand même, j'allais dire, toujours dans des cours relativement raisonnables. Alors du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances que vous allez suivre aujourd'hui? Alors, on a buté sur 4305, j'allais dire une nouvelle fois. On reste dans le même canal. Les premières résistances au-delà sont à 4330, 4340. Pour ce qui est des supports, on a cassé 4260, ce qui a accéléré un petit peu la baisse du marché. On est venu tester la zone 4225, 4219 pour un éventuel rebond. Si on devait aller voir plus bas, seuil à surveiller 4193. Alors on passe maintenant du côté des titres où on s'intéresse aujourd'hui au secteur des télécoms avec notamment une baisse d'Orange et puis les résultats du troisième trimestre pour Néopost. Exactement. Donc au niveau des télécoms, l'ensemble du secteur souffre en bourse suite à l'annonce de Free, donc la filiale de Iliad, filiale de téléphonie mobile, qui a annoncé le lancement de ses tarifs 4G et ils vont finalement inclure la 4G au même tarif que la 3G. Donc le quatrième opérateur mobile français se positionne une fois de plus avec des prix discount. Ça casse vraiment l'ensemble des prix du marché. C'est l'offre low cost et la concurrence va vraiment souffrir. Donc Orange perd plus de 3% à la bourse, Vivendi 1,5%, à peu près pareil pour Bouygues. En fait, les opérateurs historiques espéraient profiter de cette quatrième technologie et de cette nouvelle technologie dans la téléphonie mobile pour restaurer leur marge. Ça ne devrait pas être le cas avec l'offre de Free, puisqu'ils vont être obligés de s'aligner ou en tous les cas de baisser leur marge pour ne pas trop subir la concurrence. Néopost a annoncé ses résultats du quatrième trimestre. C'est vraiment parfaitement conforme aux attentes du PDG. Le PDG donc confirmé une croissance du chiffre d'affaires de plus de 5%, dont 2,7% d'organique, avec une marge opérationnelle de plus de 25%.
Ce sont des très bons résultats, conformes aux attentes. Le titre consolide un tout petit peu, mais c'est vraiment uniquement une consolidation de circonstances, puisque l'action avait gagné plus de 46% depuis le début de l'année. Alors comme d'habitude, on finit avec un petit tour du côté de Wall Street, où les indices ont terminé dans le rouge hier, avec un bilan assez mitigé du Black Friday. Dow Jones perd 0,50% hier soir, Nasdaq 0,30%, après le long week-end de Thanksgiving. Pour ce qui est du Black Friday, les chiffres de consommation sont un petit peu mitigés. En réalité, les consommateurs ont été plus nombreux, mais ont dépensé un panier moyen moins important que l'année dernière. Au final, on va dire une impression mitigée. On attend encore les chiffres définitifs. Pour ce qui est de l'ISM manufacturier qui est ressorti hier aux États-Unis, pour le mois de novembre, il a été meilleur qu'attendu. Ça fait ressurgir un petit peu les possibles diminutions des achats d'actifs par la Fed, qui doit se réunir donc le 17 et le 18 décembre, avec le verdict le 18 décembre. Sinon, au niveau des statistiques, ce sera vraiment le chiffre majeur de l'emploi qui sortira vendredi, qui pourra nous donner un petit peu plus d'indications sur ce marché qui reste relativement autonome. Donc on l'a bien compris, une fin de semaine assez chargée. Merci beaucoup Thomas pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Et en attendant, très bonne séance à tous. À demain. Ok, voilà le point donc réalisé par Décideur TV en direct de la salle des marchés de Bourse Direct. Ça bouge peu du côté de l'eurodoll, on a de la pression acheteuse mais pas suffisant pour déclencher un nouvel ordre d'achat. Du côté du dollar yen, on a une belle baisse, on a cassé les précédents plus bas. Moi je suis toujours vendeur, légèrement perdant pour le moment. 14h49, on a jeté un coup d'œil du côté du CAC. CAC qui est bas, on marque de nouveau plus bas sans accélérer fortement. On attend l'ouverture des marchés US qui pourront bouger significativement étant donné que les marchés actions européens, eux, ont bien décalé ce matin. Donc on attend tout ça avec impatience. Alors sur le chat écrit, je vais voir ce qui se dit. Ça on avait vu. Non Fabien disait Glosoli. La commission chez Lucas Copy fonctionne comme la tienne chez JFD. Ok, mais 33 $ pour 100 lots, c'est pas cher, disait Phil. Mais je crois que c'est 33 $ aller, 33 $ retour, définitivement. Maintenant, si je me trompe, n'hésite pas, parce que j'ai jamais tradé en réel chez Lucas Copy. Mais justement, 33 $ par million, ça me paraît très peu. Mais peut-être. Hein. Mais j'ai jamais en fait vu une commission si basse, donc je suis assez étonné. Mais je crois plutôt que c'est par aller, par retour. Est-ce que Glosoli, toi tu trades chez Lucas Copy? Est-ce que tu as plus d'informations à nous donner? Ça on avait vu. JFD est à combien? JFD, on est à 80 $ par million, avec un spread interbancaire bien négocié. Donc voilà. Bonjour à tous, disait Cox. Fab, écoute les infos, disait Phil. C'est-à-dire, Phil, quelles infos? Ok, salut Cox. Nicolas Chéron, Avatar, NZD-CAD, 1,7 million à la vente. Au cours actuel, c'est plus la carte d'analyste, mais mon slip que je pose sur la table 3 décembre. D'accord. Putain, c'est incroyable. Tu penses que c'est du réel? Il a vraiment 1,7 million à la vente sur NZD-CAD, Phil? Quel dingue. Il veut jouer sa maison sur NZD-CAD. On va voir s'il a raison, mais ça pousse au nord sur le NZD-CAD, dit BB. Je suis chez eux. Ah oui, d'accord, t'es chez eux. D'accord, ok, Glosoli. Donc tu connais mieux que moi. Alors, justement, si on prend l'exemple de l'euro-dollar, Glosoli, ça m'intéresse tout à fait. Donc tu vas peut-être pouvoir m'indiquer. Chez Lucas Copy, actuellement, quel est ton spread? Et donc la commission est de 33 $ par million. Donc si on va faire ensuite le calcul entre le spread, etc. Ça peut être un bon moment de comparer l'offre proposée par Lucas Copy, par exemple, l'offre proposée par un autre courtier. Bon, là, en l'occurrence, le mien, c'est JFD Brokers. Mais ça m'intéresse, parce que c'est vrai que Lucas Copy, j'ai jamais eu l'occasion de tester. On me l'a quand même beaucoup parlé. Donc ça va être intéressant de voir exactement sur quoi repose l'offre. T'es en réel chez eux ou en démo, Glosoli? Salut à vous, vous allez bien? Salut, c'est gros, comment vas-tu? Aller-retour ou par million? C'est aller-retour, moi, ce que je te donnais, 80 $. Chute du CAC serait due à Free. Il est à fond de chez Ron, c'est gros. D'accord, il a dit que c'était du réel, c'est impressionnant. Si c'est du réel, 1,7 million, c'est quand même une grosse position. Ok, donc ça, chute du CAC serait due à Free. Qu'est-ce qui s'est passé du côté de Free, Phil? Ok, c'est du réel Glosoli, c'est intéressant. En fait, leur commission est telle
que décrite par Phil NFP. Mais comme j'ai mis un dépôt très réduit, l'avantage est moindre. Ainsi, mon spread est de 0,2 pips et la commission est de 0,07. Voilà, alors, de 7 centimes d'euros pour un micro-lot, c'est ça, Glosoli? Donc là, en l'occurrence, on est à peu près dans le même ordre de commission que j'ai chez JFD. Là, actuellement, moi, j'ai pas de spread, mais en général, il est de 0 ou 0,1, voire 0,2. Là, tu dis ton spread est de 0,2. Et 0,07, c'est également ce que j'ai par micro-lot. Mais alors, comment ça se fait? Puisqu'on est bien au-delà de 33 $ par million. Là, tu es dans le même ordre, tu es à 80 $ par million, comme chez JFD. Pourquoi? Parce que ton dépôt est moindre que ce qui est indiqué sur leur barème, sur la fiche qui a été partagée, c'est ça? B qui disait, et Adrien Raymond a posté un tweet comme quoi il allait jouer son salaire sur NZDK. Sérieux? Mais qu'est-ce qui leur arrive? Ils ont des informations particulières ou pas? Ils sont à fond chez FXM, disait bébé. Adrien fait une chéronade. Phil qui disait, tu vois, t'écoutes pas les infos. Pourquoi Phil? Ça dépend, des fois j'écoute les infos, des fois non. Mais qu'est-ce que tu voulais dire exactement? Le qui disait, pour un micro-lot, bien sûr, pardon. Voilà, donc là on est exactement dans le même ordre de commission. Voilà, donc on a des offres très proches là entre Dukascopy et JFD Brokers. Au niveau des conditions de trading obtenues, bien sûr, le gros avantage de Dukascopy, c'est que c'est un courtier qui existe depuis plus longtemps, par exemple, que JFD Brokers. C'est un courtier qui est basé en Suisse. Donc, certes, JFD est clairement régulé en France, en Allemagne, en Angleterre, etc. Mais il est basé à Chypre. Bon, l'explication, j'ai posé clairement la question à Cyril Tabé, donc son président directeur général, quand j'y suis passé. J'ai dit que, effectivement, Chypre, ça n'inspirait pas confiance, etc. Il a dit que pour le lancement de ce courtier, pour la gestion des coûts, c'était important pour eux d'être à Chypre, qui est le second hub européen derrière Londres par rapport à la finance, et qu'à terme, le but serait de déménager à Londres. Donc voilà, mais voilà, c'est intéressant en tout cas de comparer les deux offres. Là, on a des critères et des données précises. Merci Glosoli pour ces indications. Il n'est pas en démo chez Ron, demandait Baba. Oui, le 30... Alors... C'est clair, ils vont finir sur la paille chez DailyFX et BB. Oui, le 33 $ induit quelques conditions. D'accord, ok Glosoli, je comprends mieux. Voilà, donc en fait c'est une réduction de commission en fonction du volume traité chez Dukascopy. D'accord. C'est bien sûr possible chez tous les brokers, mais Dukascopy l'annonce très clairement. En général, c'est implicite. Phil qui disait bancaire et télécom surpondéré et banque et télécom donc baisse. Ok, Phil, merci. Qui disait 2,1 millions à la vente maintenant pour Chéron. Putain, c'est énorme, c'est incroyable carrément. Putain, j'ai rarement vu autant, enfin, millions, donc ça veut dire 21 lots à la vente. Putain, mais si ça se retourne, ça va être de la folie. Free provoque la chute des télécoms à cause de son offre 4G. Non, pas sur ce coup, là, soi-disant, après, on peut pas vérifier. D'où mon interrogation, Free l'a-t-il à 4G? D'accord, Phil. Si on finit la journée à 0,8830, à fin de la journée, ils vont pleurer les clients qui le suivent. Je suis leur live Dukascopy, ils sont bien. Disait c'est gros. Ok, très bien. Ils font des lives en français, en anglais. Alors, du coup, je vais regarder si c'est propre au CAC ce mouvement ou si, par exemple, sur le DAX, on retrouve ça également. Donc, je vais l'afficher. Le DAX. Alors je sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont intéressés ce soir pour venir au pôle Léonard de Vinci à la Défense là pour suivre la conférence organisée par AlgoF 360? C'est gratuit, je vais vous montrer les intervenants qu'il y a. Avant ça, je vais regarder le DAX. Bon, c'est pas mal, c'est quand même... c'est un bel endroit, hein, le pôle Léonard de Vinci. Et puis, ça va être du contenu intéressant. Après, je pense qu'il y en a aussi qui sont pas sur Paris, il y en a qui aiment pas trop se déplacer. Moi, j'aime vraiment ça. Ça, c'est vraiment un des bémols d'un trading à destination des particuliers que d'être un peu isolé dans son activité quotidienne. Après, on peut rejoindre une salle de marché, mais c'est des frais supplémentaires, etc. Donc, quand on débute comme moi ou quand on est jeune, c'est pas évident. Donc, moi, j'aime bien assister aux événements réels, rencontrer les gens, etc. Non, sur le DAX aussi, on baisse beaucoup. Donc, a priori, c'est pas que dû au télécom. Il y a aussi un souci plus global. Hein, c'est pas que dû à Free, a priori. Puisque le DAX aussi dégringole très clairement. Alors justement, la conférence qui va se réaliser ce soir à 18 h, on va aller voir de plus près. Qu'est-ce qu'il y avait? Conférence... Ah oui.
Donc voilà sur quoi elle repose. Ok. Chers traders, l'équipe de HighWave 360 a le plaisir de vous convier à une table ronde au pôle universitaire Léonard de Vinci le mardi 3 décembre de 18h à 20h, amphicolloque autour du thème analyse technique et algorithmes de trading. Afin de débattre sur ce sujet, nous présenterons l'intérêt d'automatiser les stratégies de trading en se basant sur l'analyse technique. Outre l'explication des avantages à utiliser les algorithmes de trading, nous verrons quelles peuvent être les conséquences en termes de programmation, de traitement des données et de backtest. Assistez gratuitement à la conférence et confirmez votre présence en renvoyant un email avec votre nom, prénom et numéro de téléphone à contact@highwave360, inscription obligatoire. Donc les conférenciers, il y aura David Furcage, CFTE, MFTA, MS Finance, président de HighWave 360 et stratège technique. Ancien stratège à la City, il est connu et reconnu mondialement pour son expertise dans le domaine de l'analyse technique. Depuis 2011, il préside HighWave 360, une société qui produit et commercialise un logiciel d'aide à la décision financière. David est diplômé de Sciences Po Paris et siège au board de la Fédération internationale d'analyse technique, l'IFTA. Thomas van der Biest. Thomas a débuté sa carrière chez Third Wave Consult, une société de consulting qui délivre des stratégies auprès d'investisseurs professionnels. Durant cette expérience, il développe des algorithmes de trading. Son savoir-faire en développement informatique et en finance sont des atouts essentiels pour HighWave 360. Thomas a développé le logiciel HighWave 360. Et enfin, Thomas Kati. Avant de rejoindre HighWave 360, Thomas modélisait et programmait des modèles de gestion de portefeuille auprès de sociétés de gestion. Un intérêt grandissant pour la composante psychologique des prix le mène vers Third Wave Consulting, puis HighWave 360. Thomas se charge des données et de la recherche et développement. Voilà, donc vous avez le plan, etc. Je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Et nous, on reprend notre position à la vente sur le Rodol qui se passe plutôt pas mal, puisqu'on repasse positif. Bon, on est sur des positions d'un micro-lot, donc le risque est vraiment moindre. Forcément, la performance est moindre également, mais je ne cherche pas à faire du gros rendement aujourd'hui spécifiquement, mais plus à faire évoluer le compte de manière la plus régulière possible, en gérant le risque de manière assez serrée, pour savoir ce que vaut réellement la stratégie sur plusieurs mois. On commence à en avoir une idée certaine, hein, puisque ça fait depuis septembre que je l'applique, et que ça se passe bien, en tout cas conformément à ce que j'avais prévu. Ça, on avait vu. Alors, bah, il pyramide chez Ramon disait c'est gros. Bah, là, c'est plutôt de la moyenne à la baisse, non? Ou en fait, ça se passe bien pour lui, parce que vous disiez que ça part vers le haut. Alors, ok, oui. NZDK, le trade du siècle pour l'équipe d'LIFX. Le live en français et en anglais chez Ducascopy. Ah, très intéressant, c'est gros, je savais pas du tout. Bah écoute, ouais, c'est excellent. Il parle de quoi essentiellement? Est-ce que c'est plutôt du court terme, du moyen terme? Est-ce que c'est de la macro? Le mec qui disait il pyramide, mais c'est difficile de pyramider sur 11 pips depuis qu'il a tweeté. Ça, c'est aux infos qu'ils le disent. Faut toujours qu'il donne une cause fondamentale bidon, disait Phil. C'est clair, d'accord avec toi. Apparemment, la baisse des indices est due aux chiffres de l'indice, enfin de l'ISM, de hier qui était bon, et les intervenants ont peur du tapering, disait Cédric. Bon, pourquoi on appelle le mouvement directement hier au moment de la publication, pourquoi on l'aurait aujourd'hui? Moi, j'ai pas d'avis précis, hein. Je pose une question. Cox disait la conférence a l'air intéressante, mais c'est un peu trop loin pour moi. Ok. C'est gros qui disait pareil pour moi. Cox disait ok. Short NZDK, on va le tenter. Stop loss 0,8830. Ok. Intraday chez Duca, mais plus en anglais quand même. Ok. Merci pour les informations. Bon. On va continuer à prendre de l'information, à voir ce qui se dit aujourd'hui. Ce qui se publie à droite, à gauche. Alors Jacques Sapir s'exprimait au micro de BFM Business. On écoute ce qu'il avait à dire aujourd'hui. Et tiens, avant de parler de plus de macro et de choses qui ont été publiées, on va regarder un point fondamental à la mi-journée qui a été réalisé par boursier.com. Et on va avoir un avis précis et sur ce qui drive l'actualité, en tout cas sur ce que regardent les amis. BFM Business, intégral placement, le face-à-face.
Et pour notre face-à-face du jour, on accueille Guillaume Dard et Jacques Sapir. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Guillaume Dard pour Montpensier Finance et Jacques Sapir à l'école des hautes études en sciences sociales. Déjà, Guillaume, votre sentiment sur ce décrochage du marché parisien ce matin, qui est, même si les autres font un petit peu de rattrapage, supérieur à ce qu'on observe en Europe. Hein. Grosso modo, on a une baisse de 0,6% sur les indices européens. Le CAC fait deux fois plus mal. Oui, je crois que vous soulignez bien le point. Il y a deux aspects à regarder dans la situation. D'une part, l'évolution générale des marchés d'actions dans le monde et particulièrement en Europe, et puis la situation française. C'est qu'au fond, nous regardions avec nos équipes d'analystes la situation depuis 3 mois. On voit que le marché n'a pas été illogique, c'est-à-dire qu'il est monté parce qu'il y avait une petite reprise en Europe avec une amélioration en Allemagne et dans les pays du Sud. Et le pays qui a la moins bonne trajectoire en ce moment, c'est la France, ce qui fait que le CAC, eh bien, il a plutôt moins bien performé, notamment que l'Allemagne au cours du mois de novembre, qui a eu un très bon parcours. Il n'est pas tant décorrélé que ça des fondamentaux économiques. Oui, ça n'est pas décorrélé, donc c'est intéressant. Donc c'est pour ça que même si le CAC n'est pas l'économie française, parce que les grandes entreprises vendent dans le monde entier, nous avons une sous-performance relative de la France qui n'est pas illogique. Bon, plus quelques facteurs un peu du jour, si j'ose dire, comme le fait que Iliad a toujours une très grande capacité à un peu embêter les autres, et donc ça n'aide pas les valeurs télécoms aujourd'hui. Voilà donc pour le sentiment de marché. Cette moindre décorrélation que certains aimaient pourtant pointer du doigt entre les marchés financiers et la réalité économique, Jacques Sapir, vous la validez aussi? On va écouter après. Je demande pardon, je vais d'abord passer le point. BNU crée la seule box internet à 15,99 € par mois seulement, avec internet et appel illimité. BNU illimité sans engagement à prix low cost. Rejoignez-nous vite sur bnu.fr. Ok, on écoute ça. Le CAC 40 chute de 1,4% ce midi dans le sillage de Wall Street. Carrefour cède 2%, plombé par Bernstein, qui a entamé la couverture à sous-performance avec un objectif de 23 €. Kering, moins 1,9%. Les dirigeants de la Redoute ont présenté une offre de reprise au groupe de distribution qui souhaite vendre l'enseigne de vente par correspondance. Néopost aussi est dans le rouge. Le groupe a confirmé ses objectifs annuels après avoir fait état d'un chiffre d'affaires stable au titre du 3e trimestre. Et puis la plupart des composantes du CAC 40 sont dans le rouge, seule exception Crédit Agricole, grâce au soutien de Nomura. Un gros plan ce midi sur Free qui casse les prix et parvient encore à étonner le marché. Les investisseurs ont été surpris par l'annonce de la filiale d'Iliad ce matin qui a décidé d'inclure la 4G dans son forfait de base. Du coup, le titre orange s'enfonce de plus de 3,5% à la Bourse de Paris. Les analystes s'attendaient à ce que Free se lance dans la bataille des terminaux mobiles sponsorisés avant Noël. Mais son angle d'attaque demeure la compétitivité au niveau des prix. Et sa dernière annonce risque de faire des dégâts dans les modèles de valorisation. C'est la fin de ce flash. Vous avez rendez-vous à 18 h pour la clôture. Ok, donc ça c'était le point réalisé par boursier.com. On écoute la suite de Jacques Sapir. Alors que les marchés corrigent un peu sur l'eurodoll, tant mieux pour nous. Vous vous dites non, les marchés sont un petit peu court-circuitent un petit peu la réalité de la situation économique. Non, il faut savoir à quel horizon on se place. Sur le long terme, les marchés effectivement tiennent compte non pas des valeurs fondamentales, mais tiennent compte de la réalité de l'économie. Après, dans le court terme, il peut y avoir toute une série d'éléments qui jouent sur la psychologie des acheteurs et des investisseurs. Il peut y avoir des éléments qui sont anticipés et qui ne vont pas se réaliser. Bien, on sait très bien que à court terme, la corrélation est plutôt faible. Sur le long terme, elle fonctionne plutôt bien. Alors, maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une corrélation avec la situation économique française, surtout comparée à celle des autres pays. C'est pas tellement la situation économique en général que la comparaison que l'on peut faire avec les autres pays. Oui, c'est vrai. Sauf que à ce moment-là, il faudrait que l'écart avec l'Allemagne soit
beaucoup plus important. Et puis il y a un deuxième point. Quand on regarde le cas des pays du Sud, en réalité, la situation dans les pays du Sud, elle est stagnante. Alors oui, bien sûr, c'est un progrès par rapport à la période précédente où ils étaient en train de tomber, mais quand vous stagnez, vous ne reprenez pas de l'activité, vous ne revenez pas à votre niveau normal d'activité. Et il faut savoir que la Grèce, par exemple, est à pratiquement 25% du niveau d'activité qu'elle avait en 2007. L'Espagne, c'est entre 8 et 10%. L'Italie est à 4 ou 5% en dessous de l'activité. Le Portugal, c'est plutôt de l'ordre de 15%. Donc on est face à une région qui est très déprimée. Et je pense que ce qui joue actuellement sur le sentiment des investisseurs, c'est le fait qu'ils sont réellement inquiets, non pas de la situation présente, mais de la situation future. Ce qu'ils craignent, c'est des problèmes et des troubles importants en France au début de l'année 2014. Et là, effectivement... Ah bon? Oui. Très simple. Mais est-ce que c'est pas plutôt la crainte de Jacques Sapir, ça, pour le coup? Parce que sur les marchés, on n'entend pas nos gérants, nos analystes nous dire attention, il va se passer quelque chose de grave en France. C'est pas une crainte qui est exprimée. Je pense que c'est une crainte latente parce que, si vous voulez, les gérants, les investisseurs, ils lisent la presse, ils lisent le résultat de toute une série de sondages. Ils voient que, par exemple, il y a un dernier sondage qui montre que pratiquement la moitié des Français s'attendent à une explosion sociale. Alors, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il y aura cette explosion sociale. Ce n'est qu'un sondage. Bon, mais ça veut dire qu'il y a bien un état d'esprit qui est en train de se constituer en France et que cet état d'esprit est extrêmement pessimiste ou en tous les cas extrêmement inquiet sur le début de 2014 et je suis persuadé que cela pèse effectivement sur les comportements des investisseurs. Guillaume Lard ? Oui, ça donne une petite prime de risque. Je ne vais pas jusqu'au bout de la pensée de Jacques, même si je comprends très bien ce qu'il veut dire, mais disons que si on découpe, découpe la zone euro, globalement, les investisseurs internationaux ont quand même repris une confiance vis-à-vis des zones euro. Draghi a été fantastique, il a redonné, il a garanti en tout cas que pour une certaine durée, l'euro ne serait pas discuté parce que la BCE ferait tout ce qu'il fallait. Vous vous souvenez quand on demandait aux Chinois d'acheter notre dette, de refinancer la dette européenne. Et qu'est-ce qu'avait dit le banquier central chinois? Il avait dit, bah, écoutez, vous croyez quand même pas que nous on va aller acheter votre dette alors que votre banque centrale veut même pas l'acheter. Donc c'était frappé au coin du bon sens. Quand Draghi a changé la donne, ça a fait tout le monde, le monde entier s'est dit bon, la zone euro va tenir, les investisseurs américains sont revenus, les investisseurs asiatiques commencent à revenir, et donc il y a du bien. Et la vision de loin, c'est l'Allemagne va très bien. L'Espagne et l'Italie sont pas sortis du bois, mais vont quand même dans le bon sens. Et la question d'aujourd'hui, c'est la France. Alors, et donc d'où cette petite prime de risque supplémentaire qui fait que c'est un peu moins, c'est un peu plus attaqué aujourd'hui. Bon, c'est la France, mais c'est pas que la France, parce que si on reprend cette actualité européenne, et vous en avez parlé en partie de ce pays, il y a le Portugal qui aujourd'hui va venir sur le marché avec un petit test comme ça pour voir ce que les investisseurs pensent de sa dette. C'est une étape importante, Guillaume, de voir comme ça. Il y a un énorme appétit, c'est-à-dire que comme on sait que les taux d'intérêt vont être très très bas en Europe pendant longtemps, puisqu'on parle déjà d'une nouvelle baisse des taux à court terme, donc les investisseurs institutionnels achètent actuellement massivement toutes les obligations, c'est-à-dire que les obligations d'État, naturellement, elles sont à des taux historiquement bas, mais toutes les obligations corporelles sont recherchées, ce qui fait qu'il y a très très peu de rendement. Donc, on va voir. C'est intéressant effectivement comme test. Le Portugal n'est pas dans la meilleure situation européenne, donc peut-être que ce sera moins demandé. Mais enfin, quand on voit déjà le rallye qu'ont fait les obligations portugaises, qui était quand même au-dessus de 10% largement il y a moins d'un an, c'est déjà un parcours formidable. Et on est sous les 6% aujourd'hui, 5,92 sur le 10 ans portugais. Jacques Sapir, vous nous disiez, voilà, vous êtes plutôt inquiet sur la France, homme malade de l'Europe, et même pour les pays d'Europe du Sud, on n'est pas vraiment sur une voie de redressement convaincante. Que peut faire la BCE? Est-ce qu'elle pourrait s'inspirer pour relancer l'Europe de ce qu'a fait la Banque du Japon? On voit les derniers chiffres d'inflation au Japon à des plus hauts de 5 ans, voire des plus hauts de 15 ans selon les sous-jacents qu'on utilise. Est-ce qu'à votre avis, la BCE pourrait employer les mêmes outils que la Banque du Japon? Alors oui, elle pourrait le faire. Nous savons très bien qu'elle ne le fera pas, si vous voulez. Et d'une certaine manière, cette question n'est pas posée. Ce qui est peut-être plus pertinent, c'est de se dire, on voit bien aujourd'hui qu'il faudrait apporter des politiques, ou en tous les cas des remèdes différents suivant les pays. Et la BCE ne peut pas le faire, ça. Alors c'est ça la question. Une première chose serait déjà que la BCE dise, par rapport à certains pays,
nous allons maintenir des taux où nous n'allons pas racheter leur dette, nous allons racheter plutôt la dette de certains pays. Il faudrait que la BCE, si elle veut faire réellement quelque chose, spécifie son action en fonction des pays. Mais c'est bien là tout le problème de l'euro, si vous voulez. Tout le problème de l'euro, c'est on a construit une monnaie qui crée de fait un cadre homogène sur une réalité qui n'est pas homogène. Alors, après, il faut se donner soit les moyens d'homogénéiser cette réalité, soit il faut briser ce cadre homogène. Est-ce que les États-Unis sont un pays homogène, Jacques? Non. Les États-Unis ne sont pas non plus un pays homogène. Non, mais ils ont de très forts flux de financement qui ils parlent la même langue, hein, ils parlent la même langue. Oui, ça quand même. mais ça aide à la mobilité dans le pays. Au-delà de la langue, il faut savoir que les 2/3 des dépenses sont faites par l'État fédéral et 1/3 seulement par les États fédérés. Autrement dit, il y a un mécanisme de redistribution fiscale au niveau de l'ensemble du territoire américain qui est tout à fait considérable. On en est très 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 loin en Europe. Hein. Donc il faudrait une Europe beaucoup plus intégrée, beaucoup plus politique. C'est ce que vous souhaitez alors? Alors, d'une certaine manière, si c'était possible, ce serait une solution. Je l'ai toujours dit. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'elle implique, cette solution? Elle implique, par exemple, que l'Allemagne paye l'équivalent de 10 points de son PIB pour les autres pays. C'était l'idée de départ, hein, d'ailleurs. Quand on a fait l'euro, c'était pour accélérer la bien sûr. Et là, on voit bien que ce n'est pas possible. Donc, d'une certaine manière, ce n'est pas la peine d'évoquer cette solution. Elle est, on le sait, impossible. Allez, on marque une toute petite pause dans ce face-à-face pour jeter un œil sur les marchés. Ok, c'était le point réalisé par Jacques Sapir. Alors, il y a une autre partie, hein, mais je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Moi, je ne vais pas la regarder. On a peu de temps joué, ça corrige bien. Du côté de l'euro-dollar, c'est bon pour nous, pour notre vente. Je vous ai mis le lien sur le chat écrit. Pas mal de choses qui se disent sur le chat écrit. Je vais faire le point et répondre directement par écrit. Bon, écoutez, différents points de vue. Tiens, je vais prendre mon bénéf là, sur cet euro-dollar. Voilà, coupé. Et je vais surveiller un éventuel retournement pour acheter l'euro-dollar. Alors pour le moment sur la journée, j'ai clôturé 1,17€, donc 0,11% de profit par rapport au capital. Si les acheteurs reviennent, je suivrai l'impulsion sur l'euro-dollar. On va aller regarder ce qui se passe du côté du CAC. CAC qui est toujours sous pression, qui marque des plus bas. On va sur des marchés US dans 15 minutes maintenant. Donc on va suivre ça avec intérêt. Il y avait Benoît Rousseau qui décrivait sa matinée de trading sur le DAX. On écoute ce qu'il a fait et s'il y a des graphiques, je vous partage. Bonjour à tous, et voici une nouvelle vidéo sur ma journée du trading du 3 décembre 2013. Alors journée extrêmement courte puisque j'ai tradé moins de 2h30. Journée avec une perte d'un peu plus de 100 €. Donc j'arrête les frais là pour aujourd'hui. Donc tout l'intérêt des vidéos, c'est de vous présenter la vie quotidienne du trader. Et là, donc c'est pas un moment particulièrement agréable puisque j'y suis une perte. Donc on va regarder ça en détail. Donc là, voilà, donc là vous avez les trades du jour. Alors ces deux-là ne comptent pas, c'est ceux d'hier. Donc j'ai suis une perte de 106,50 €. Donc une perte entre guillemets assez ridicule, mais ce qui me fait m'arrêter de trader, c'est tout simplement parce que là je suis débordé par mes émotions. Je commence à m'énerver, je suis tout simplement énervé. Donc à partir du moment où je suis énervé, je m'arrête de trader. C'est pas la peine de continuer à m'acharner, c'est pas la peine de continuer à essayer d'être sur les marchés. J'ai dépensé énormément d'énergie. Là, j'ai qu'une petite perte de 100 €. Si je continue comme cela, si je continue à trader, je peux me retrouver avec moins 400, moins 500, moins 1000 € à la fin de la journée. Donc j'essaie continuellement de surveiller mes graphiques, mais aussi de me surveiller moi. Et là, je ne suis plus du tout en état émotionnel pour trader, tout simplement parce que là actuellement, si j'analyse ce que je ressens,
Grosso modo, ça se résume à je suis un gros con. Oh putain, ça me fait chier. Alors pourquoi ça me fait chier? Tout simplement parce que ça fait 15 jours que j'attends. Ouais, je le relance, mais vu que là c'est de la vidéo, je vais privilégier les graphiques. Mais il est marrant, il est sincère, Benoît. Bah, c'est quelqu'un quand même qui traite bien, qui gagne beaucoup d'argent sur les marchés, donc sa parole est de qualité. Que le DAX baisse de manière assez violente de 50, 60, 100 points. Donc 15 jours que je me positionne systématiquement en put. Et aujourd'hui, j'ai eu la bonne idée de ne pas me positionner, de me positionner un petit peu en put, de ne pas les garder. Et quand ça a commencé à baisser, j'ai voulu jouer à investir sur les rebonds. Et alors, j'ai acheté l'eurodoll là. Donc achat d'euro-dollar, un micro-lot, parce qu'on est en contact avec le support oblique haussier, que le mouvement de baisse commence à stagner un petit peu. Les acheteurs essaient de revenir, donc j'achète, on va voir ce que ça donne. Prise de position à 1.3579,6. Et ça s'est pas bien passé. Donc un énervement parce que je suis déçu par mon attitude. J'avais prévu ce mouvement, j'attendais ce mouvement depuis 15 jours et je n'ai pas été sur le coup du tout pour profiter de ce mouvement, voire pire, j'ai perdu de l'argent. Alors je m'arrête de trader parce que donc, à la fois je suis plus en état émotionnel et aussi parce que là j'arrive à une perte d'à peu près 100 €. Donc je préfère prendre ma perte parce qu'hier, prendre ma perte définitivement, faire cette petite vidéo, puis après aller me balader dans Venise, ça aura plusieurs avantages. Ça va faire que demain je serai beaucoup plus en forme, j'aurai pas dépensé de l'énergie bêtement à essayer de rattraper le coup et je serai totalement opérationnel pour trader à nouveau. Alors pourquoi je prends cette perte qui est de 106,50 € et j'arrête de trader? C'est aussi parce qu'hier j'ai gagné à peu près 187 € quelque chose. Donc là je suis sur un gain sur 48 heures de 80 € et c'est mon objectif perpétuel, constant, journalier, hebdomadaire, mensuel et annuel, ne pas perdre d'argent. Donc cette perte de cette journée, je la compense avec le gain d'hier. Donc sur 48 heures, j'ai encore un tout petit gain modeste qui, une fois un peu payé, me permet encore d'être dans un SMIC mensuel, légèrement, oui. Donc bon, il n'y a pas du tout mort d'homme, il n'y a pas mort de capital. Au contraire, mon capital a légèrement progressé ces 48 dernières heures. Et on va essayer de repartir demain sur de meilleures bases que celles d'aujourd'hui. Alors je vous propose d'analyser rapidement mes trades du jour. Alors on va juste regarder les trades du 3 décembre. Hein. Ces deux-là sont ceux d'hier, donc ça n'a pas d'intérêt. Alors, au niveau des trades, donc toujours ce matin, dans une optique, le marché va baisser, le DAX est beaucoup trop haut, il va se prendre une bonne petite claque. J'ai pris systématiquement des puts pile au niveau ou légèrement sous le niveau du point pivot. Donc vous voyez, j'ai puté à 9398.5, 9397.6. Donc ça, j'ai pris le premier pot, je l'ai pris entre 8h et 9h en pré-market. Alors tout simplement parce que le pré-market, on a ouvert à ce niveau-là. Et je me suis dit, si en pré-market on remonte pour atteindre le point pivot, c'est une bonne entrée pour shorter. Donc j'ai shorté à ce niveau-là, sur cette bougie-là. Et comme ça n'avait pas l'air de bien baisser, j'ai pris rapidement mes bénéfices. Donc 6,50 € sur un mini-contrat, un petit point. Et puis en étant dans l'incertitude, donc j'ai attendu l'ouverture. Où j'ai attendu quelques minutes et je me suis remis à putter sur la bougie rouge
à 9397,6. Donc voilà, juste à ce niveau-là. Pardon, excusez-moi. Donc juste à ce niveau-là pour essayer de jouer la baisse. Et j'ai aussi pris rapidement mon gain, un pauvre quasiment un point. Et donc j'ai attendu toute cette période-là en me disant qu'il fallait que je me mette à shorter quand on allait atteindre les 9400 pile. Et d'où l'origine un petit peu de ma frustration, puisqu'on n'a pas atteint du tout les 9400. Là, on a un plus haut à 9399,6 à ce moment-là. Là, j'allais shorter, j'étais prêt à appuyer sur le bouton short. Et une minute après, on a le marché qui commence à s'effondrer de manière brutale. Un petit rebond et il continue à s'écrouler. Donc là, c'est à ce moment-là, puisque j'ai pas eu mon short et que finalement j'étais super bien parti si j'avais pris mon short, que j'ai dû commencer un petit peu à m'énerver. Et donc, attitude qui est totalement illogique, mais quelque part logique en psychologie. Comme j'étais frustré de mon pote, j'ai voulu compenser quelque part en me mettant à acheter stupidement. Donc j'ai pris deux positions, 9365 et 9368. Donc j'ai simplement pris à ce niveau-là pour essayer de jouer la réintégration du S1. Donc là j'ai quand même senti qu'il se passait quelque chose et qu'on rebondissait pas rapidement sur le S1. Donc j'ai clôturé flat avec un petit gain d'1,50 €. Je me suis dit ça va redescendre, je vais attendre. Et ça s'est mis à redescendre très rapidement. Donc là j'ai pris sur un lot sur 9355. Alors non. C'est pas tout à fait ça. Donc ces deux lots là sur 65-68, ça a été pour rejouer le rebond. La réintégration de S1, ça n'a pas marché, ça a été flat. Mais j'ai quand même rechargé à ce niveau-là sur 9365, sur cette bougie-là, en pensant qu'on allait se faire un petit W ici, qu'on allait repartir. Et c'est là où je me suis pris la méchante bougie de 2 minutes. Donc là, c'est mon 64,7. Donc c'est à peu près à ce niveau-là. Et là, je me suis pris la grosse méchante bougie. Donc j'étais pas super bien. J'ai repris à 9355 sur le rebond pour me dire qu'on allait revenir sur 9360. Ça n'a pas été le cas. Donc j'ai clôturé en faisant une légère perte de moins 1 €. Ce qui a remonté légèrement ma frustration et mon agacement parce que je voyais à peu près, si je me rappelle bien, plus 6, plus 7 € et le temps que l'information arrive au cerveau, que j'appuie sur le bouton, ça met à peu près une seconde et en une seconde, le cours avait redescendu. Donc au lieu de gagner 5 € ou 6 €, j'en ai perdu un, donc ça m'a pas aidé. Et donc je me retrouvais avec mon lot à 9365, on était à peu près à ce niveau-là. Une dizaine de points pour finir flat. J'ai fait le choix de me dire que S2 allait bien résister et qu'on allait revenir, que j'allais pouvoir clôturer flat. Il y avait notamment cette indication graphique qui m'intéressait pour revenir là-dessus. Et on a eu à nouveau une deuxième vague en 3 minutes sur 3 minutes de baisse. Et là, donc, j'ai pris mes pertes à ce niveau-là. Donc, sous la cassure des 9340, j'ai attendu un petit peu dans l'espoir que ça remonte. Ça n'avait pas l'air de vouloir remonter rapidement. Donc là, j'ai préféré tout de suite encaisser mes pertes et sentant la nervosité me gagner, j'ai préféré en rester là, puisque
là, j'étais plus en état émotionnel. Donc voilà pour cette petite vidéo du jour qui vous montre que l'on peut avoir une bonne vision du marché et complètement se vautrer comme je viens de le faire. Donc quelque part avoir raison techniquement, attendre cet événement depuis 15 jours, être prêt, systématiquement se mettre à peter depuis des jours et des jours, et rater le coche stupidement. Alors, donc la journée va être consacrée à la fois à me calmer. D'ailleurs, je me rends compte que faire cette vidéo à chaud me permet de me calmer, donc c'est vraiment très bien. Et puis, ça va me permettre de prendre une petite journée à Venise de vacances un peu plus longue que prévu. Donc, écoutez, je vous dis à demain, et puis j'espère avec cette fois-ci un gain plutôt qu'une perte. Ok, c'était le point réalisé par Benoît Rousseau de Enlil.com. Je vais vous laisser le lien vers la vidéo, également le lien vers Enlil.com. Je suppose que vous connaissez un peu tous ce site et ce trader que j'avais interviewé, qui est très sympa. Donc voilà, sincère, hein, vous voyez, les jours de perte, il perd. Et ça, c'est la vie, et on ne peut pas espérer autrement sur les marchés. On n'a pas tout le temps raison, et on essaie de faire du mieux qu'on peut pour gagner de l'argent au jour le jour, sachant qu'il faut accepter des jours plus difficiles que d'autres. Alors, sur l'eurodoll, pas de gros mouvement, toujours sous pression de fond acheteuse. J'ai acheté, on est au niveau de mon point d'entrée actuellement. Pas grand chose à signaler. Dans une minute, enfin même en ce moment même, on a l'ouverture des marchés américains. On a ouvert ici sur le Dow Jones sur un fort gap baissier. On va voir ce que ça donne, mais ça va amener de la volatilité, donc il faut être vigilant par rapport à notre euro-dollar. Donc je vais prendre en parallèle le Dow Jones, que je vais mettre à droite, et l'eurodoll que j'ai à gauche. On va voir ce que ça donne. Donc dans les deux cas, il s'agit de graphiques en 5 minutes. Je vais bouger les cryptos, je vais le mettre plutôt en haut, puisque c'est des marchés baissiers aujourd'hui. Voilà, donc on a une grosse baisse. On va voir ce que ça donne. Alors, pas mal de choses qui se disent sur le chat écrit, j'ai pas le temps de faire le point sur tout, mais je vais lire. J'attends maintenant quelques-uns, ne rigolez pas, excusez, chez FXCM. C'est quoi cette vidéo? Un mec qui fait que perdre, il déprime, disait Bébé. Pas du tout, Bébé, enfin, ce gars-là, c'est Benoît Rousseau, qui est vraiment un très bon trader. Moi-même, j'ai visité les locaux, j'ai pas mal discuté avec lui, crois-moi qu'il fait pas que perdre, et qu'il gagne même beaucoup d'argent sur les marchés. Voilà, il a entrepris de faire des points réguliers. Donc là aujourd'hui c'était un jour perdant, mais ce qu'il a réussi à monter, je pense que c'est quand même le rêve de beaucoup de gens, beaucoup de traders particuliers, avec des revenus très confortables, donc voilà. Je viens de le préciser, Fab, dit Bébé. Ça trotte. On peut avoir le lien STP, voilà, je les ai mis, les liens. Phil qui disait 12 000 Philox-Saver du jour. Alors, j'ai pas compris. Philox vert du jour au lendemain. Sérieux, Benoît? C'est-à-dire, il voyage avec un SMIC, il disait c'est gros. Non, pas du tout. Il est très loin du SMIC, il n'a pas que les activités de trading. Hein. Il a également une entreprise, notamment sur le SEO, le référencement. Il a de quoi faire. Je vais prendre le métro le dimanche. Ça lui arrive assez souvent de gagner un SMIC par jour, voire plus, disait Cédric. Tout à fait. C'est clair, Cédric. C'est rare qu'il perde quand même, disait Cédric. Ouais. 100 € de perte sur une journée, pour lui, c'est rien. Ça m'arrive aussi, mais malheureusement, ça différencie. Je finis toujours par craquer le compte. Alors, Fab, ton nouvel appart, demandait Sebab. La date de livraison, c'est le 20 décembre. Donc, j'emménage le vendredi, pas celui de la semaine prochaine, celui de la semaine d'après. Donc, il y a le temps encore. 2 semaines et quelques. Ça, on avait vu. Oh, Fab, ça paye la pub. Gros, c'est bon ça. Bon, ça paye, c'est pas de la folie. Hein. Mais c'est surtout qu'en fait, c'est les banques qui prêtent de l'argent. Mais c'est parce que ça fait 5 ans que j'ai le site et que
les revenus sont réguliers par rapport au site, que le trafic est constant, donc les campagnes publicitaires se vendent sans problème. Donc du coup, au bout d'un moment, quand tu as des revenus constants, même si tu es à ton compte, les banques prêtent. C'était surtout ça le déclencheur. Je gagne pas énormément avec le site, mais je gagne bien assez pour vivre, et effectivement j'ai acheté mon appart. C'est pas de la folie non plus, c'est un appart à Bretigny-sur-Orge, un 2 pièces, donc je suis pas propriétaire d'un château. Short Goldman, timing serait terrible. Ce sont que des illusions, disait Sebab. Bah tu vises combien? Ah non, alors je sais pas de quoi tu parlais hein, par rapport... Alors les bouseux toujours envie de devenir Richard, ce sont des illusions, disait Sebab. Ça c'est ton point de vue. Après, va voir les gens, discuter avec les gens, etc. Tu vas te rendre compte de la réalité des choses. C'est pas du tout de l'illusion, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur les marchés. Je le sais, je le vois de mes yeux, je vois ce qu'ont les gens. Enfin bon, voilà, après je vais pas dire de nom, etc. C'est pas le but, mais crois-moi que c'est pas de l'illusion. Le fait de pouvoir gagner de l'argent sur les marchés financiers. Par contre, c'est clair que ça se fait pas du jour au lendemain, il faut savoir ce qu'on fait, mais il y a des gens qui arrivent à faire de très belles choses, voilà. Et 1189 en deuxième, si ça décale bien, on verra. Une petite seconde, s'il vous plaît. Donc, il va arrêter ses vidéos à Lille, ça va pas durer, disait Chris. Pourquoi tu penses ça, Chris? Quand dans la première vidéo, il dit qu'il va faire tous les soirs des vidéos, j'ai pas trop cru. Le deuxième jour, il arrête, disait Chris. Ça va, Chris? Oui, tranquille, pareil. Plus en état de trader après une perte de 100 €, il est pas très solide mentalement, disait Chris. Ça baisse bien du côté de l'eurodoll, alors qu'on tente de combler le gap hein, du côté du Dow Jones. On est sur un gap baissier, là les acheteurs essaient de revenir, on va voir si on comble le gap. Le gap étant un trou de cotation, forcément on n'a pas de liquidité et pas de distribution dans cette zone, et ça peut attirer des investisseurs qui seraient intéressés pour se positionner sur ces cours à venir combler le gap, donc à retourner sur les cours marqués hier, notamment les plus bas, voire la fermeture d'hier soir, avant de prendre une direction franche. Donc c'est un peu la théorie des gaps. Vu son capital et son métier à côté, c'est rien pour lui 100 € de perte. Il parle de SMIC mensuel comme moi, lol. Alors que le mec est en vacances à Venise. Je veux du dollar yen sous 102,40. C'est clair, Fab, c'est gros. Ouais, c'est un bon Benoît Rousseau, dit Cédric. 19 425 tweets, 19 570 abonnements. Des milliers de suiveurs du jour au lendemain. Il a acheté combien ses abonnés, demandait Phil. C'est 30 € les 10 000, je crois. Alors ça, je ne sais pas du tout. Mais je sais pas s'il y a eu quelque chose par rapport à ça, etc. Je suis pas au courant. Je comprends mieux maintenant que Enlil fait du scalping et qu'il sort direct après un micro-gain. Il m'a mis les nerfs de trade après des pertes même petites. On est là pour ça, Fab. Régale. C'est quand je pense il s'est lancé un moment dans le poker. C'est pas fait pour lui le poker. Car tu as des grosses variances. Hein. Je parle de ça, excusez-moi, mais c'est dans le site Enlil. Ils sont sans doute voulu d'essayer l'effet de mode. C'est gros du Cascopite est content de leur service. Démo, Phil qui laissait un lien. Twitter Nicolas Chéron. NZDCAD. Il s'agit d'un seul trade avec un stop et un objectif. Je ne force personne. Prenez vos risques, assumez vos trades, bonne chance, disait Nicolas. Chéron, non pas 217, c'est 3000, ah oui, 217 abonnements, 3559 abonnés, oui, il y a beaucoup de gens qui suivent Nicolas, effectivement. Alors... On a bien baissé hein, du côté de l'eurodoll, on n'est pas trop loin de notre point d'entrée non plus. Il se passe pas grand chose. Après une petite hausse, on a vendeur qui essaie de revenir. On s'éloigne du comblement du gap pour le moment sur le Dow Jones, sur le graphique de droite.
Action, des raisons d'y croire, mais pour combien de temps encore? On écoute ce point réalisé par Siga Online avec Marc Touati. Marc Touati, bonjour. Bonjour Vincent et bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes le président du cabinet d'analyse. Un peu long à charger, c'est une vidéo courte en plus, mais bon. Bon, je vais baisser la qualité. Économique à ses défis. Après les ascensions spectaculaires ces derniers mois, les marchés boursiers ne décrochent pas. Marc, leur solidité est telle qu'on est en droit de se demander si nous ne sommes pas dans un bull market, c'est-à-dire en bon français, dans un marché haussier. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout à fait, donc le bull market, c'est le taureau qu'on voit effectivement au bas de Wall Street, c'est-à-dire qu'on a un marché très dynamique, très haussier, très optimiste, tant mieux, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai qu'on a des socles, des raisons objectives pour cette hausse des marchés. D'abord, c'est ce que j'ai souvent dit ici même, une croissance mondiale qui est forte. On est encore à 3,5% cette année. Et vous la prévoyez de 4% en 2014? Pour 2014, sera autour des 4%, donc ça veut dire qu'on a un socle effectivement boursier qui est positif. Autre bonne nouvelle, c'est qu'on a donc des marchés des matières premières qui ne flambent plus, même on a une petite baisse sur l'indice qu'on appelle l'indice CRB, c'est toutes les matières premières dans le monde. Sur le pétrole, ça augmente, mais modérément, donc on n'a pas de risque ni inflationniste, ni de risque d'augmentation des coûts, donc ça veut dire des profits plutôt assez favorables. Donc ça, c'est quand même positif. Ok. Bon... Après, il faut aller sur leur site pour regarder en entier, donc ça. Ok. Une baisse du chômage qui s'accompagne d'une explosion du travail partiel. Est-ce maintenant le moment de revenir sur les émergents? Je lis les gros titres. Immobilier, est-ce toujours le bon moment pour acheter? Jacques Sapir qu'on a écouté tout à l'heure. Alors, du côté de Xerfi, Jean-Clément Texier, Xerfi, la presse quotidienne régionale en sursis, la baisse du régime du commerce international, consommation émergente, les tendances de fond, finance et dépendance, ouais, ça m'intéresse pas, l'euro fort, pourquoi et comment? On écoute ce point fondamental réalisé par Xerfi sur l'euro. Pourquoi l'euro est-il fort en dépit des faiblesses patentes de l'économie européenne? L'euro fort a en fait deux causes principales. Prise dans sa globalité, la zone euro devient la première zone d'excédent du monde, passant même devant la Chine en cumul sur les 4 derniers trimestres. Contrairement aux autres banques centrales, la BCE rétracte son bilan et met donc moins sa monnaie en circulation que la Banque du Japon ou que la Fed. Cette combinaison ne peut qu'entraîner la valorisation de l'euro. Autrement dit, la baisse des taux directeurs de la BCE n'est qu'un micro-signal ambigu pour les investisseurs, qui voient là au contraire la confirmation que dans cette zone dépressionnaire, le cocktail d'un faible coût de la liquidité et de la restauration de la profitabilité des entreprises crée pour longtemps encore un contexte extrêmement favorable de valorisation des actifs. Le problème d'un euro surévalué est qu'il ne porte pas en germe de mécanisme autocorrecteur. Par le passé, une monnaie surévaluée impliquait à terme le recul du volume des exportations. La dégradation de la balance commerciale est donc une pression baissière sur le change. Aujourd'hui, cet enchaînement ne tient plus. La pression d'un change surévalué entretient un contexte de déflation salariale larvée, une boucle qui s'auto-entretient comme cela fut le cas par le passé au Japon. D'autre part, il existe un compartiment important d'entreprises multinationales qui ont appris à composer avec une monnaie surévaluée. La hausse de l'euro est neutralisée par la baisse du prix des intrants importés. C'est tout l'avantage de disposer d'une chaîne d'approvisionnement étendue et malléable. La hausse de l'euro fait au fond plus de mal au secteur dit protégé, celui qui ne se frotte pas aux marchés internationaux, mais doit composer avec des marchés piégés dans la déflation salariale. En définitive, casser ce cercle infernal ne peut venir que de la BCE. Et pour l'heure,
Mario Draghi, encensé pour son petit quart de point de baisse des taux, ne fait qu'empirer les choses en contractant le bilan de la BCE. Malgré une hétérodoxie de façade qui crispe Francfort, le gouverneur européen reste bien le gardien du temple de l'Euromark. Ok, c'était le point réalisé par Xerfi. Du côté de l'eurodoll, on remonte un petit peu. Déjà 15h42, comme j'ai dit, moi j'arrête à 16h aujourd'hui, donc ce sera une journée écourtée. Alors, le CAC, on va aller voir concrètement à combien il en est. Eh bien, le CAC, nous l'avons à moins 1,85% sur la journée. Donc ça baisse beaucoup. Les marchés américains sous pression vendeuse également, avec le Dow Jones qu'on voit à droite, qui ne bouge pas non plus des masses. Le CAC qui marque une zone de consolidation actuellement. En tout cas, on arrête le mouvement de baisse franc. Good Morning CAC 40 le 3 décembre. Ça serait... Bon, après ça va être un autre live, donc on n'aura pas le temps d'écouter ça. Nicolas Dos, compétitivité, on a appliqué la TVA sociale. Marc Fiorentino, Londres devient capitale du yuan offshore. On écoute ce point de Marc Fiorentino. C'est ce matin au micro de BFM. Good Morning Business, Stéphane Soumier sur BFM Business. Marc Fiorentino, monfinancier.com, bonjour Marc Fiorentino. Bonjour Stéphane. Vous allez nous parler d'une des plus grandes batailles financières qui se joue en ce moment même, Marc. Et oui, parce que dans quelques mois, le yuan va rejoindre le club des grandes monnaies de réserve et compte tenu de l'agressivité bien connue de la Chine, eh bien le marché du yuan à l'extérieur de la Chine va être colossal. C'est sur les marchés probablement l'événement le plus important depuis l'introduction de l'euro. Enjeu de taille évidemment, hein, Marc Fiorentino. Bah oui, l'enjeu c'est quoi? Devenir le centre financier des transactions en yuan hors de Chine. Un enjeu à plusieurs centaines de milliards en termes de transactions, de profit, de jobs. Alors Pierre Moscovici, dont on connaît mal le sens de l'humour, a annoncé que Paris avait une chance de gagner ce concours, mais ce sera comme pour les JO. Londres a déjà gagné. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça, Marc? Eh bien, les Chinois ont besoin d'une place financière internationale majeur, alors que Cameron est en ce moment en visite en Chine. Un deal décisif a été annoncé hier entre la banque Standard Chartered et la Banque agricole de Chine, permettant pour la première fois le clearing, c'est-à-dire la compensation en yuan. Cela fait 2 ans maintenant que le gouvernement anglais travaille pour faire de Londres la capitale du yuan offshore. Il vient de remporter une bataille et probablement la guerre. On a une étude ce matin de l'Organisation internationale des services financiers. Vous l'avez vu, oui. Marc, le yuan dépasse l'euro sur le podium des devises les plus utilisées dans les échanges commerciaux. Alors il y a le dollar et le dollar qui doit représenter 70% des échanges commerciaux. Mais ça va être phénoménal. Ouais, voilà, hein, c'est des éléments très très importants. Marc Fiorentino, monfinancier.com. Voilà donc des éléments significatifs et importants que précisait donc Marc Fiorentino. Cox disait à Fabien, tu pyramides l'achat le euro-dollar si le cours atteint 38.2 de Fibo. Bah alors déjà ce serait pas de la pyramide là parce que je serais perdant, donc ce serait de la moyenne à la baisse. Pourquoi pas? Bon là en l'occurrence je sais pas si je vais faire parce que je trade que jusqu'à 16h, donc je vais pas tarder à terminer ma session de trading, donc je vais peut-être pas avoir l'occasion, mais oui ça m'intéresserait, ce serait quelque chose que je pourrais tout à fait faire. Pourquoi? Parce que là j'ai un micro lot en position, donc j'ai vraiment une exposition très faible, donc m'exposer davantage me pose pas du tout de problème. J'aime pas les finis stop loss parce que je suis exposé de manière trop faible, j'ai pas de crainte, mais je vais en placer un, tiens, histoire de... Mais ce serait sous les précédents plus bas qu'on a marqué ici. 1.3524K, donc je vais mettre à 1.3524.3. Au-dessus de cette zone, oui, effectivement, étant donné que la tendance du jour est clairement haussière, est clairement prononcée, si on doit aller chercher des points bas et qu'on commence à ralentir, j'hésiterai pas à reprendre 1, 2, voire 3 positions supplémentaires avec toujours un stop loss sous les précédents plus bas. Je pense que l'exposition reste très raisonnable et que les probabilités entreraient clairement dans mon sens.
Donc ça ne me pose pas de problème de faire ça effectivement. Après le tout est de bien respecter ce stop loss et de prendre la perte une fois qu'on l'atteint. Ça arrive de temps en temps, ça arrivait une fois sur le compte depuis l'ouverture là en septembre, enfin depuis que j'applique la stratégie en septembre, donc d'abord en démo chez ActiveTrades et en réel, ensuite chez JFD Brokers. Le jour où ça arrive, tu prends une perte, puis tu mets plusieurs jours à la récupérer. Là en l'occurrence je l'ai récupéré, attends on va aller voir ça. C'est ça qui est vraiment le plus important, hein. C'est le jour où ça se passe mal, et ça arrive régulièrement, ne pas se dire j'en rajoute un et ça va passer, parce que ça passera une fois, deux fois, et la troisième fois tu videras une plus grande partie de ton compte, voire ton compte en entier, donc il faut être très rigoureux à ce niveau-là. Donc voilà, ici tu vois, c'était lundi, pas hier, celui de la semaine dernière, oui c'est ça, mardi plutôt, donc il y a une semaine, la grosse perte, et donc derrière il a fallu 1, 2, 3, 4 jours de trading pour attraper cette perte. Après c'était la première fois depuis, je sais pas, on va être sur 60 journées de trading, donc ça ne pose pas de problème majeur, mais effectivement le jour où ça arrive, il faut être fort et respecter son plan. Alors, Price Challenge, ouais, c'était une nouvelle, ça, il y a un... You haven't registered, il y a une compétition, un concours organisé par MyFixBook, avec plusieurs lots à gagner, 2500$, 1500$, 1000$, 500$. Donc pour ceux que ça intéresse, je vous laisse le lien, et vous pouvez vous inscrire sur myfixbook.com. On revient au niveau de point d'entrée quasiment là actuellement. Ça veut dire qu'on pourra trader le yuan, demande Cédric. Peut-être. Cédric, on verra ça. Pas plus d'infos que ça pour le moment. Tiens, Eco TV Week, on avait un point macroéconomique de BNP Paribas. On écoute ce qu'ils avaient à nous dire. C'était ce jour. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle édition d'Eco TV, le magazine des économistes de BNP Paribas. Au sommaire de ce numéro de décembre, croissance et inflation. La croissance, on verra ce qui se passe en Chine. Un vent d'optimisme souffle depuis l'été. On a aussi eu le congrès du Parti communiste chinois. Christine Pelletier nous décryptera tout ça. L'inflation, on en parlera avec Jean-Philippe Cottis d'un point de vue théorique, d'un point de vue économique. On ira ensuite parler des implications dans la zone euro. La politique de la Banque centrale européenne nous sera elle aussi décryptée par Clemente De Lucia. Un vent d'optimisme souffle sur l'économie chinoise, on peut dire ça, depuis l'été 2013. Est-ce que cela va durer? Pourquoi est-on un peu plus optimiste? Nous sommes avec Christine Pelletier pour en parler. Bonjour. Bonjour François. Christine, justement, on a eu des statistiques plus encourageantes qu'auparavant depuis cet été? Oui, la croissance se redresse depuis l'été dernier en Chine. La croissance du PIB est passée à 7,8% au troisième trimestre. Elle était de 7,6% au premier semestre de l'année. La croissance de la production industrielle est repassée au-dessus de la barre des 10% depuis le mois d'août, ce qui est un seuil symbolique. Alors pourquoi ce redressement? Il provient principalement de l'amélioration du commerce extérieur, d'une politique budgétaire un petit peu plus accommodante et ce qui était moins attendu, d'une reprise de l'activité sur le marché immobilier. Alors la croissance, d'après les derniers indicateurs, la croissance va plutôt se stabiliser au cours des 2 derniers mois de l'année 2013 en Chine. Donc la cible de 7,5% qui a été fixée par les autorités pour 2013 va être atteinte et même légèrement dépassée cette année. On a eu un gros événement au mois de novembre, c'est le plénum du Parti communiste chinois de M. Xi Jinping. Il a été comparé à celui de 1978, quand Deng Xiaoping a plongé la Chine dans l'économie de marché. C'est dire l'importance de ce plénum, en tout cas aux yeux des autorités. De quoi est-ce que la Chine a besoin aujourd'hui en termes de réformes ? La Chine a besoin de nombreuses réformes qui sont souvent interdépendantes, donc le bilan est assez complexe à établir. La Chine a besoin de réformes d'une part pour accompagner le processus de ralentissement de la croissance et éviter un ralentissement trop important de l'économie, donc grâce à des gains de productivité, à une meilleure allocation des facteurs de production. Et la Chine a besoin également de réformes pour encourager un modèle de développement plus équilibré. Et donc finalement, pourquoi la Chine a besoin de ces réformes de fond, de ces réformes structurelles? La Chine a besoin de ces réformes parce que son modèle de croissance des 3 dernières
dernières décennies est à bout de souffle. Le modèle de croissance a généré des déséquilibres qui ne sont plus tenables aujourd'hui. Alors, ce sont des déséquilibres au niveau de la structure économique entre secteurs, entre consommation des ménages et investissement des entreprises. Ce sont des inégalités sociales ou des problèmes environnementaux. En outre, la Chine est en ce moment en train de perdre les énormes avantages qu'elle avait dans le passé en termes de coûts de facteurs de production. Par exemple, une main-d'œuvre à bas coût ou une offre de crédit abondante qui venait financer l'investissement. Donc ce n'est plus l'atelier pas cher du monde. Il y a aussi un problème d'endettement en Chine. Oui, il y a un problème d'endettement. Les niveaux d'endettement de l'économie chinoise ont atteint des niveaux excessifs et dangereux. La dette de l'économie chinoise hors gouvernement central, aujourd'hui, elle est estimée à 175% du PIB. Elle était de 120% du PIB en 2008. Donc on atteint des niveaux de risque de crédit dans le secteur financier qui sont dangereux et donc il y a un processus de désendettement qui doit s'enclencher. La bonne nouvelle finalement, c'est que le Parti communiste chinois au cours de ce fameux plénum a bien identifié les réformes dont la Chine avait besoin. On a eu droit à une feuille de route après cette réunion du parti ou des cadres du parti. Qu'est-ce que vous en retenez finalement? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors en effet, il y a le fameux blueprint qui a été publié à la suite du plénum du Parti communiste. En fait, c'est un programme très vaste de réformes plus qu'un projet de mesures détaillées. Alors le document officiel parle de réforme des finances publiques, de la gouvernance des entreprises publiques, de l'administration du secteur financier. C'est peut-être dans le secteur financier qu'on verra le changement des mesures introduites le plus rapidement, avec par exemple la création d'un système de garantie des dépôts ou l'ouverture de banques privées, de petites institutions privées. On a aussi parlé d'une amélioration des droits des travailleurs migrants dans les villes ou du changement de la politique de l'enfant unique. Plein de choses, effectivement. Pour terminer, Christine Pelletier, quelle est votre vision sur la croissance de la Chine à moyen terme? Pour l'instant, on est aux alentours de 7%. Oui, alors 7,5%, on a un scénario à moyen terme qui est plutôt positif, puisqu'on envisage une introduction lente mais progressive des réformes. Les autorités ont montré qu'elles avaient une détermination claire pour introduire ces réformes, notamment dans le secteur financier. Et on a une projection de croissance qui va vers 7% d'ici 2016-2017. 2016-2017, autour de 7%. Merci Christine Pelletier pour cette analyse de la croissance en Chine. L'inflation est l'une des données clés de l'analyse macroéconomique, que ce soit pour appréhender la croissance ou la conduite, tout simplement, des politiques économiques. Pour évoquer cette notion centrale, nous sommes avec Jean-Philippe Cottis, le chef économiste de BNP Paribas. Bonjour. Bonjour. Jean-Philippe Cottis, première question évidente, votre définition de l'inflation? Eh bien, ma définition de l'inflation, c'est la hausse des prix. Une hausse des prix qui se poursuit au cours du temps. C'est une notion clé pour les consommateurs. Forcément, on aime bien quand les prix n'augmentent pas beaucoup. Est-ce que pas d'inflation, finalement, d'un point de vue macroéconomique, c'est bien? Une inflation zéro, ça n'est pas bien, non. Ça n'est pas bien parce que, d'abord, on se met en risque. Si jamais la conjoncture change, si elle s'affaiblit, à ce moment-là, on va tomber dans un régime où les prix baissent. Et pourquoi c'est pas bien? Et ça, la baisse des prix, c'est bien du point de vue peut-être de la ménagère, ça coûte moins cher. Au Japon, par exemple, pendant des années, les ménagères japonaises attendaient des baisses de prix avant de consommer. Et ce phénomène était donc un peu auto-réalisateur. Mais il y avait une récession en ce moment-là, du coup. Mais le problème, c'est que quand les prix baissent, c'est qu'il y a une récession, et quand les prix d'actifs baissent, c'est également quelque chose de dangereux pour l'économie, parce que la richesse de la nation est plus faible, et donc on dépensera moins, les prix baisseront, etc. Donc il y a une dynamique cumulative à la baisse à la fois des prix et de l'activité économique. Alors du coup, on a ce cercle vicieux de la déflation, d'abord de la désinflation, puis de la déflation, qui fait peur. Aujourd'hui, dans la zone euro, on a une inflation qui est certes faible. Est-ce que justement, ces niveaux d'inflation, aujourd'hui, on va le voir sur un graphique, sont satisfaisants, aux alentours de 1%? 1%, ça n'est pas satisfaisant. Ce qui est satisfaisant, c'est 2%. Alors, pourquoi 2? Pourquoi 2?
D'une part, parce que les statisticiens ont tendance à sous-estimer, à mal mesurer les gains de qualité. Donc dans les 2% d'inflation, il y a en fait une composante qui reflète le fait que les produits sont de meilleure qualité. En réalité, ils ne sont pas plus chers. Et les statisticiens ont du mal à faire le départ entre les effets qualité et les hausses de prix. Donc on se dit que lorsqu'on a 2% d'inflation, l'inflation vraie, si on savait très bien la mesurer, ce serait peut-être 1,2 ou 1,3. Alors pourquoi toujours 2% d'un point de vue, là maintenant, macroéconomique pur? On oublie les statisticiens. Donc 1,2, 1,3, c'est la marge de manœuvre qu'il nous reste en période de crise. C'est-à-dire si une crise grave se déclenche, l'activité baisse, les prix baissent. Et si les prix baissent suffisamment, c'est-à-dire très fortement, proche de zéro, voire même en inflation négative, alors on est en très grande difficulté. On est, tout à l'heure on en parlait comme au Japon. Au Japon, ouais. Et là, les choses sont très difficiles. Alors du coup, Jean-Philippe Cotys, que peut-on faire pour relancer cette machine, pour relancer cette inflation? Quels sont les outils? Alors, il y a la politique budgétaire, à condition de ne pas en faire trop. De ne pas en faire trop et d'arriver dans la crise avec des finances publiques très solides, ce qui n'était pas le cas de beaucoup de pays. Et puis ensuite, donc, c'est les autorités monétaires, la BCE, dans le cas européen, qui va injecter de la liquidité dans l'économie. Justement, Jean-Philippe Cotys, quand on a vu ce graphique sur l'inflation, que ce soit aux États-Unis, en France ou dans la zone euro, on voit que les États-Unis sont au-dessus. Et quand on regarde les chiffres de la croissance, on se rend compte que finalement les États-Unis aussi ont une plus forte croissance que la zone euro. Est-ce qu'on trouve une corrélation justement entre une bonne inflation, une bonne croissance, et que, autrement dit, en Europe, on aurait pu appuyer un petit peu plus sur l'inflation? On a cette corrélation entre une bonne inflation et une bonne croissance. Et quand on voit ce qu'ont fait les autorités monétaires des deux côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire donc en Europe et aux États-Unis, on voit bien que les injections de liquidités qui ont été faites par la Réserve fédérale ont été d'une toute autre ampleur que celle de la BCE. C'est ce qu'on voit sur ce graphique, avec la masse monétaire M2 aux États-Unis bien plus élevée que M3 en zone euro, qui reste plus stable. Bien plus élevée, bien plus croissante, et donc une efficacité de la politique monétaire américaine sensiblement supérieure, je pense, à celle que nous connaissons en Europe. Jean-Philippe Cotys, dernière question. Il y a aussi des réformes structurelles quand même à mettre en place pour assainir une économie et générer une inflation dite saine. Oui, il y a des réformes à conduire du côté de l'offre, stimuler l'innovation, stimuler l'offre de travail. Tout ça, c'est important. Mais pour que ça fonctionne, il faut que ça soit accompagné aussi par une politique monétaire accommodante, voire même qui pousse à la croissance. Merci Jean-Philippe Cotys pour ce point sur l'inflation. Dans un instant, on va étudier le cas de l'Europe avec la Banque Centrale Européenne et sa politique avec Clemente De Lucia. Restez avec nous. Faible inflation, croissance atone dans la zone euro. La Banque Centrale Européenne ne reste pas sans rien faire. Elle a, par surprise, baissé ses taux d'un quart de point le 7 novembre. Le principal taux de refinancement est désormais à 0,25%. Quelle est la marge de manœuvre pour agir plus du côté de la BCE? Nous sommes avec Clemente De Lucia, économiste chez BNP Paribas. Bonjour. Bonjour à vous. Clemente, première question, pourquoi finalement cette baisse d'un quart de point qui n'était pas annoncée par la BCE? Alors, c'est vrai qu'elle n'était pas annoncée, mais disons qu'il y avait déjà des pressions sur la BCE afin qu'ils prennent des décisions. Par exemple, avant les mois de novembre, il y avait déjà les conditions monétaires et financières dans l'économie qui étaient moins accommodantes lorsque l'activité, comme vous l'avez dit, était atone. Donc, il faudrait des conditions bien plus accommodantes. Et l'annonce de la Fed de commencer un tapering avait déjà durci les conditions. En plus, il y avait l'appréciation de l'euro qui mettait des pressions sur la BCE afin d'agir. Mais c'est vrai que l'élément qui a déclenché la baisse des taux, c'était la surprise à la baisse de l'inflation, qui a bien surpris la BCE et a surpris un peu tout le monde. Donc, dans ce contexte, lorsque l'inflation est assez bas, on n'a plus une marge de manœuvre pour éviter que l'inflation passe dans une trajectoire de désinflation vers la déflation. Et donc là, il faut bien agir avant.
Quels ont été les impacts finalement de cette baisse de taux à la fois sur l'économie et sur les marchés? Alors, une baisse des 25 points de base a des effets sur l'économie, ça c'est sûr. Mais lorsqu'on atteint les planchers des taux, donc lorsqu'on s'approche des taux zéro, l'impact d'une baisse des taux de 25 points de base est marginal, est de plus en plus petit. Mais c'est vrai que pour les banques de la périphérie qui sont très dépendantes de la liquidité de la Banque centrale, c'est là en effet. Mais comme je le disais avant, donc l'impact est marginal, et il est aussi marginal parce que depuis que la BCE, dans toutes ces opérations de financement, fait ces opérations à taux fixe en satisfaisant totalement la demande des banques, donc sur les marchés interbancaires, c'est créé une excédence de liquidité. Et cette excédence de liquidité a poussé vers la baisse les taux EONIA. Les taux EONIA, c'est les taux de marché les jours, donc les banques se financent sur les taux de marché au jour le jour à ces taux, qui est les taux d'EONIA, qui est un taux de marché. Et ces taux-là, on est proche du taux de la facilité des dépôts, qui a été laissé à zéro. Du coup, Clemente, nous avons quand même un risque de taux de rémunération des dépôts, des banques, auprès de la Banque centrale, qui pourrait passer dans le négatif. Est-ce que ça pourrait devenir grave? Lorsqu'on met un taux négatif, on rentre effectivement dans une politique non conventionnelle. On n'a plus intérêt à, du coup, traiter avec la Banque centrale. C'est pour ça qu'effectivement, il y a énormément d'argent, de liquidité, disons, qui a été laissé en dépôt auprès de la Banque centrale. Donc l'action de mettre en pénalité si on laissait la liquidité auprès de la BCE, c'est d'incentiver cette liquidité à être utilisée d'une façon différente. Si on met un taux négatif, donc ça pourrait créer un influx de capitaux des banques vers la périphérie. Mais pour avoir un flux de capitaux qui est dans les banques de l'accord qui aille vers la périphérie, il faut aussi qu'il y a les risques d'investir soient moindres. Mais ça, la BCE avait essayé de résoudre cette question pour investir dans ces pays dits périphériques de la zone euro. Tout à fait. Grâce à le programme de septembre 2012, à l'Outright Monetary Transactions, ce programme a éradiqué, si on peut dire, les risques de réversibilité de l'euro. Donc, ce programme est complémentaire, si on peut dire, à une éventuelle baisse de taux sur la facilité des dépôts en territoire négatif. Il n'y a pas un risque aussi sur la profitabilité des banques, du coup? C'est vrai qu'il y a des avantages et des désavantages. On a dit un avantage, c'était de faire si qu'il y a un flux de capitaux qui aille vers la périphérie. Le deuxième avantage, c'est éventuellement d'avoir une dépréciation de l'euro, parce que les flux de capitaux pourraient aller hors zone euro. Mais c'est vrai qu'une pénalité sur quelques taux sur les banques pourrait avoir des impacts sur la profitabilité des banques. Donc c'est toujours ménager. Et c'est pour ça que la discussion, je pense, est assez ouverte au sein du Conseil de gouverneurs de la Banque centrale. 0,25%, donc c'est le niveau du taux principal de la Banque centrale européenne de refinancement. Est-ce qu'on peut aller plus bas? Tout à fait, on peut aller plus bas. Comme l'a rappelé le président Draghi, la Banque centrale maintient un biais baissier sur tous ces taux, donc les taux REFI, les taux sur la facilité des dépôts. Mais c'est vrai que mettre encore un taux plus bas, l'impact ce sera encore petit. Mais de l'autre côté, on peut limiter ce qu'on appelle la volatilité de l'EONIA, parce que l'EONIA, comme on a dit, était proche de zéro, et si on baisse les REFI, plus ou moins on baisse la capacité de l'EONIA de monter trop, et donc ce serait un effet positif. Si la Banque centrale ne décidait pas de prendre cette action, elle probablement lancera une nouvelle opération de refinancement à très long terme. Le fameux LTRO, Long Term Refinancing Operations. Et donc ça c'est une option à prendre, mais comme on sait bien, comme dans tous les aspects, il y a des aspects positifs et négatifs, et cette opération de refinancement à très long terme pourrait encore rendre les relations entre les États et les banques. Ok, alors je viens de couper ma position à l'achat sur l'eurodoll. Je vais laisser la fin de cette vidéo réalisée par BNP Paribas et j'ai fini ma session de trading avec un gain sur la journée de 1,58€, donc 0,15% de profit par rapport au capital. Très peu de risques, très peu de gains également, mais une journée profitable et le compte qui continue à progresser. On va faire le bilan juste après, on écoute la fin de cette vidéo. Encore plus étroite, et c'est quelque chose qui a fait si que la crise dans la zone euro, la crise des financiers et de la dette, soit aussi grave. Dernière question, Clemente, à part les baisses de taux et ces fameuses opérations de refinancement, qu'est-ce qui reste comme moyen d'action à la BCE? Et disons, comme on a dit, on a les taux, on peut agir sur les opérations de refinancement, et éventuellement aussi il y a l'achat des titres. Mais l'achat des titres
probablement ce sera, je pense, plutôt des titres de dette privée plutôt que publics, mais ça reste effectivement la dernière option. Merci Clemente De Lucia pour ces vues sur l'avenir de la politique monétaire dans la zone euro. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain, l'année prochaine, pour un nouveau numéro d'EcoTV. Voilà, donc EcoTV qui est la chaîne de la partie recherche macroéconomique de BNP Paribas, donc c'est du contenu précieux. Du côté du Dow Jones qu'on voit sur le graphique de droite, on entame un comblement du gap. Du côté du CAC, on entame une phase de correction également cet après-midi. Le dollar yen corrige bien, l'eurodoll est assez haut, on baisse un peu, je suis sorti. Voilà, pas grand chose de plus à signaler. Comme je l'ai dit, une petite journée et qui va être écourtée parce que je vais bientôt devoir y aller. Alors je vais répondre aux questions sur le chat écrit, si certains en avaient. Et voilà. Alors, ça baisse, il avait 81. Chéron joue sa place chez FXM, c'est beau ça. Du jour au lendemain, il peut devenir SDF, disait Chris. Non, n'importe quoi. Rousseau, 12 000. Il est courageux. T'inquiète, Chris. Il joue que la photocopie. Mais oui, Chris, rien ne vaut les canassons. C'est dommage, il devrait dire je quitte FXM si mon stop est touché. S'il donne pas de signaux, d'autres traders du dimanche en donneront, disait Phil. La demande est grande. En tout cas, Fab, t'en fais des riches autour de toi en prenant pause à l'inverse, disait Sebab. J'ai pas bien compris, Sebab, ce que tu voulais dire. En tout cas, Fab, t'en fais des riches autour de toi en prenant position à l'inverse. Tu veux dire à l'inverse de moi, Sebab? Bah écoute, tant mieux pour eux si ça marche, de prendre des positions à l'inverse de moi et que les gens gagnent de l'argent. Bah, moi, en tout cas, ça se passe bien pour moi. Le suivi de mon compte... montre plutôt des résultats positifs, un risque maîtrisé depuis plusieurs mois maintenant et sur un échantillon de trade de près de 400 trades je crois maintenant, même plus que ça en fait. On doit être à plus de 400 trades, aux alentours de 400 trades. Donc je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par là, Sebab, mais je suis ouvert à la critique. Si tu veux développer ta critique, n'hésite pas. Si tu penses que ma méthode n'est pas bonne ou que je pourrais faire mieux, etc. Après, je pense que simplement dire qu'elle est mauvaise avec les résultats obtenus avec un niveau de risque assez faible, je ne sais pas si c'est crédible comme point de vue. Alors, il y avait le magazine Traders qui était partagé par Phil sur le chat écrit pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, spécial produit de rendement, stratégie de hedge fund, perspective des marchés US. Vous avez le lien sur le chat écrit partagé par Phil en bas du chat donc. Ça on avait vu. Tu devrais créer Inverse Bourse des Sebab. Bah pourquoi pas, crée-le Sebab. Tu crées un site et tu l'appelles Inverse Bourse et tu dis aux gens que je suis un mauvais trader et que à ton avis prendre position inverse des miennes permet de gagner de l'argent. Tu peux le faire, ça me vexera pas. Ça me fera rigoler et puis j'irai consulter de temps en temps les résultats que tu obtiens avec ton approche. Mais bon, je suppose que tu es simplement dans la provocation, je pense pas que tu créeras quoi que ce soit. Alors, salut à tous, Arsenic. Bonjour Arsenic, comment vas-tu? Cox qui disait, tu pyramides, ça on avait vu. Encore un amateur, Sebab. Hein, non, juste un réaliste, disait Sebab. Ok, bah écoute, Sebab, si c'est ton point de vue, comme je t'ai dit, je t'invite à aller plus loin, voire même à participer à l'émission en m'appelant. Tu as mes contacts, téléphone, Skype, etc. Pour décrire ton point de vue, la logique qu'il y a derrière, etc. Ça peut être intéressant de débattre et voilà, les débats, il faut que ce soit fait quand même avec des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Donc voilà, on peut tout à fait avancer sans être d'accord. Alors ceux qui disaient, tu prends des positions inverses d'un mec qui perd, tu te fais du blé, essaye quand tu es riche, tu m'appelles, disait Arsenic. Ça trade Arsenic, merci. Et non, il n'y a pas de volume. Kiki, ne voit plus. Tu fais des extras, tu vois, il se croit en Oscar. Phil qui laissait un lien, on va regarder ça. Leap2020.eu. Voilà. 2014, internationalisation du yuan, ouverture de l'Arabie Saoudite, explosion de l'Union Européenne, les trois derniers états du dollar s'effondrent. Donc là, c'est un point de vue négatif sur le dollar, c'est assez intéressant. Je vais le partager, merci Phil. Alors, internationalisation du yuan.
Ok, voilà, c'est partagé. Je vais partager également sur Facebook. Voilà. Bon. Ça, on avait vu. Hein. C'est Clearfield. Ça veut dire quoi qu'on pourra trader le yuan? C'est vrai que merci pour la réponse. Merci Fab, disait c'est gros. Alors. Ça, on avait vu. Merci Fabien. Tu trades essentiellement l'euro-dollar, disait Cox. Alors, on va aller regarder ça de plus près. Du côté du suivi de mon compte pour tirer le bilan de cette journée et suivre l'évolution du compte depuis l'ouverture. Voilà, tous mes trades ont été pris en compte. Donc aujourd'hui, je réalise 0,15% de profit par rapport à mon capital, 24,30 points de profit, 3 trades, 100% de trades gagnants. Donc un capital qui continue à progresser. Au niveau du résumé, si tu regardes par exemple ce compte réel, j'ai passé au total, alors combien? J'ai passé 228 trades, donc sur les 228 il y a 192 trades sur l'euro-dollar et 36 sur le dollar-yen. Donc tu vois, essentiellement je trade l'euro-dollar. J'ai réalisé 373,5 points de profit sur l'euro-dollar et j'ai réalisé 37,3 points de profit sur le dollar-yen. Le drawdown maximal sur ce compte est de 3,31%. Profit depuis l'ouverture du compte, 5,41%. Au total, pardon, c'est 410,8 points. Alors pourquoi il m'a marqué autre chose tout à l'heure? 410,8 points qui ont été clôturés depuis l'ouverture de ce compte. Facteur de profit de 1,40. Durée moyenne de trade 58 minutes. Voilà, je pense que c'est des statistiques importantes. Pour le moment, sur le mois de décembre, on prend 0,80%. On va continuer à travailler sérieusement pour faire progresser le compte. Je vous laisse le lien vers les résultats obtenus sur ce compte réel. Pour ceux que ça intéresse. On va regarder le lien qui nous est partagé par Phil. jfd.com webinaire. Alors effectivement, j'ai partagé ça sur le forum. Pour ceux que ça intéresse, il y a des webinaires organisés par JFD. Alors là, en l'occurrence, ce que tu nous mets, c'est un webinaire en allemand. Donc pour ceux qui parlent allemand, ça peut être intéressant, mais je ne sais pas. Ça, apparemment, c'est sur le DAX, l'euro-dollar, le Dow Jones, pour ceux que ça intéresse. Mais au-delà de ça, si vous allez sur le site en anglais de chez JFD, il y a des webinaires, notamment sur avec des membres de l'équipe. Alors, voilà, webinaire. Pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah ok. Alors, voilà, donc le 5 décembre, par exemple, vous aurez JFD Multi-Asset Classes. Donc là, ça va être plus sur les différentes classes d'actifs proposées par JFD, les différentes possibilités, et l'utilisation de la plateforme. Donc c'est vraiment sur l'utilisation du broker, la prise en main du logiciel, etc. C'est animé par... lui, je l'avais vu quand on s'était connecté avec la Bulgarie de Chypre, quand j'étais dans les locaux de JFD. Je crois que vous le voyez en fin de vidéo, quand justement Cyril appelle via Skype la Bulgarie pour nous présenter les équipes. Donc là c'est quelqu'un du support, donc là a priori ce sera plutôt une vidéo de présentation du modèle utilisé adopté par JFD, des différentes classes d'actifs, donc des différents produits financiers proposés, de l'utilisation de la plateforme ou des différentes fonctionnalités comme les API, etc. Voilà, vous avez une liste de différents webinaires, donc il y en a le 5 décembre, le 18 décembre, le 9 janvier, le 22 janvier. Donc effectivement, Phil partage ça sur le chat écrit, je vous laisse le lien pour ceux que ça intéresse. Il y a une raison particulière pour l'euro-dollar, commission, demandez Cox. De base c'est ça, hein, honnêtement de base parce que l'eurodoll ça a été l'actif le moins cher. Moi vu que je suis dans de l'intraday, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté, donc de réduire au maximum les coûts. Au fur et à mesure je me suis habitué, je pense que je connais bien l'eurodoll maintenant, donc oui à la fois c'est les commissions, et aussi le fait que je connais bien ce produit. Il y a beaucoup, on n'a pas de problème à rentrer, à sortir, c'est le produit le plus échangé parmi les paires de forex, c'est la paire majeure. Voilà, ça bouge ni trop vite ni pas assez vite pour moi, hein, c'est mon point de vue. Donc je me sens vraiment bien sur cette paire, c'est une habitude et des faibles commissions. Voilà, pour te répondre succinctement. Ok, j'ai terminé ma session de trading, je vous souhaite une bonne soirée à tous, de bons trades. Je vous retrouve demain à 14 h pour une nouvelle session de trading, cette fois jusqu'à 17 h 30. Mais pour aujourd'hui, ce sera tout. Je vais me préparer et partir à la Défense au Pôle d'honneur de Vinci pour filmer la conférence organisée par AGOF 360. Si vous voulez y participer, eh bien ça se passe de 18 h à 20 h ce soir, c'est gratuit, il suffit de vous inscrire, vous avez toutes les informations dans le menu de gauche dans la partie événements à venir, vous avez un rond rouge là qui vous alerte puisque c'est un événement qui aura lieu ce jour. Je vous mets le lien sur le chat écrit et je vous retrouve demain pour une nouvelle session de trading. Ciao, j'espère que vous avez passé une bonne journée, n'hésitez pas à mettre votre bilan ou vos prises de position en cours sur le chat écrit.